bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être ce soir avec nous pour cette belle conférence qui est dédiée à l'apport du digital, à l'apprentissage scolaire académique d'un côté, mais aussi apprentissage dans le monde du travail. Ce soir, l'objectif de cette conférence est vraiment de faire un petit point sur l'avancement des travaux et de l'introduction des nouvelles technologies dans nos écoles. On a des très belles écoles, comme vous pouvez le voir représentées ici, et de faire aussi un point sur comment les nouvelles technologies vont aider les travailleurs d'aujourd'hui pour être plus efficaces dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est l'idée de base. Nous sommes l'Institut Genov Plus, qui est l'interclub des clubs digitaux de grandes écoles de France. Et on a ici Didier Carré, qui est notre nouveau président. Merci Didier pour être là. Voilà. Je crois qu'on peut ouvrir à distance aussi la présence du participant Antoine Dubauchel. Et je laisse la parole aussi à mon acolyte Basile Kayat, qui représente Télécom Paris au sein du Genov Plus. Moi, je représente l'ESSEC, qui a été le moteur aussi initial de cette conférence, pour pouvoir remercier tous ceux qui ont contribué. Merci Lucas. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. Je voudrais remercier tout particulièrement l'IESEG qui a accepté de nous recevoir physiquement et faire en sorte que cet événement soit non seulement numérique mais aussi présentiel. C'est vraiment appréciable dans cette période de trouble où il y a de plus en plus d'événements à distance se font uniquement au format numérique. Je voudrais remercier tout particulièrement aussi à la fois Télécom Paris et l'ESSEC qui ont activement participé à l'organisation de cet événement aux côtés de l'Institut Genov Plus, et également les autres écoles qui sont représentées. Il y a l'INSEAD et Neoma, et bien sûr tous les intervenants de sociétés dans le domaine de l'EdTech et dans le domaine de la formation qui vont nous permettre d'appréhender le sujet, non seulement d'un point de vue académique, mais aussi d'un point de vue des fournisseurs de solutions numériques qui apportent le changement et la transformation dans le domaine de l'enseignement et de la formation. Je pense que nous pouvons maintenant démarrer et faire venir donc le premier panel. Juste peut-être pour préciser, nous aurons 3 temps. Un premier temps avec un panel qui sera plus académique, un deuxième temps avec l'entretien avec notre ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, et pour terminer un panel avec des sociétés dans le domaine de la formation et qui utilisent le numérique pour cela, mais aussi des responsables formation de grands groupes. Voilà, merci à tous, merci Lucas, qui a vraiment donné une belle impulsion. Ça fait quasiment 1 an que nous préparons cette conférence, et je pense que nous pouvons faire venir le premier panel. Merci Basile. Je vous en prie. Merci. Alors, vous remarquerez qu'il y a un des intervenants qui est avec nous, mais à distance. Antoine, merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous. Donc, très rapidement, nous saluons la présence de Nicolas Glady, le doyen de Télécom Paris. Merci Nicolas. Vincenzo Esposito Vinci, doyen de l'ESSEC. Merci beaucoup. Yvon Moison, directeur académique, innovation IESEG, merci beaucoup, surtout pour l'infrastructure. À notre droite, Alain Goudet, Neoma, responsable digital de l'école Neoma, et Benjamin Six, qui est le responsable d'innovation digitale à l'ESSEC. Et nous avons Antoine à distance, qui représente INSEAD. Double casquette pour Antoine ce soir, il sera présent dans les 2 panels, parce qu'il est à la fois un académique et entrepreneur aussi, on le verra plus tard. Donc, je vous propose de démarrer ce débat ce soir. Et là, je me tourne vers Vincenzo comme premier intervenant. Merci Vincenzo pour être là. La question est vraiment plutôt générique, je dirais. En fait, quelle est aujourd'hui la place du digital, d'après toi, dans le monde académique? Merci. Vous m'entendez? C'est bon? Bon, bonsoir à toutes et à tous. Luca, je serais tenté de vous parler en italien, mais je ne vais pas le faire. Ça sera plutôt en français, mais avec un petit accent.
charmant. Et alors, d'abord, c'est avec grand plaisir qu'on participe à cette organisation et aussi à cet échange. Merci beaucoup. Ça, moi, je ne bouge pas, mais vous m'entendez bien? C'est un peu haché. C'est bon? Donc, j'essaie de ne pas bouger du tout. C'est bon? Alors, la place du digital, elle est majeure, mais en disant ça, je ne vous apprends rien. Mais c'est important quand même de le rappeler. En même temps, il ne faut pas qu'elle devienne 100%. Je suis absolument convaincu. Et c'est vrai que cette période de crise sanitaire, qui n'est pas encore malheureusement derrière nous, un petit peu fait bouger toutes les écoles et bien évidemment donner un coup d'accélération. Et donc on est au milieu d'une révolution, d'une disruption qui probablement n'aurait pas eu lieu avec cette rapidité si on ne se trouvait pas dans ces conditions qui sont bien évidemment très malheureuses. Maintenant, on a sûrement testé le champ des possibles et il faut bien évidemment maintenant tirer les conséquences pour capitaliser sur toute l'expérience que nous avons acquise pendant cette période pour voir qu'est-ce qu'on a tiré comme conséquence et qu'est-ce qu'on va faire après. Et quand je dis nous, c'est toutes les écoles, mais aussi les différents acteurs dans les écoles. C'est au niveau technologique, donc tous les investissements, les différentes technologies qu'on a testées, qu'on a mis en place. C'est le corps professoral, parce que quand on parle de digital, il ne faut pas s'arrêter à la technologie. Ce n'est pas la technologie pour la technologie, mais le digital implique, allô? Le digital implique clairement de l'innovation pédagogique. On n'enseigne pas de la même manière sans ou avec le digital. Et donc ça, c'est extrêmement important. Je vois très bien comment les professeurs ont été extrêmement engagés dans cette évolution de méthodes pédagogiques. On a donc, premier impact pour moi, c'est vraiment sur les méthodes pédagogiques. On a souvent des cours magistraux qui sont plus courts. On a différentes formes d'interaction. Il y a aussi, deuxième élément, le rôle de l'apprenant qui change. Parce que si d'un côté, l'école et les professeurs sont en train d'apprendre à enseigner via le digital avec des outils nouveaux, c'est aussi l'apprenant qui se trouve dans une situation différente. Et donc, même pour lui ou pour elle, c'est une situation différente avec l'apprenant qui a de nouvelles appréhensions, mais aussi des aspirations nouvelles. Et donc, il faut oublier que voilà, dès qu'on parle d'enseignement, il y a quand même deux acteurs. Il y a celui ou celle qui transmet les savoirs, et de l'autre côté, il y a l'apprenant qui a quand même un rôle extrêmement important. Troisième élément, je m'approche de la conclusion parce que j'ai 2 minutes, c'est ça, c'est le contenu. Parce que le digital, il ne faut pas s'arrêter à la technologie, il ne faut pas s'arrêter aux méthodes d'innovation, il faut aussi imaginer que le digital fait partie du contenu. Là, je parle du triptyque données, intelligence artificielle, société, et faire en sorte que nous imaginons que nous mettons toujours l'humain au cœur du digital, et donc nous faisons en sorte que via le digital, mais aussi sur le digital, je ne crois pas, vous voyez, j'ai des origines de statisticien, je ne crois pas qu'on va être en pénurie. Il y a de très belles écoles qui forment beaucoup de gens très très forts en statistique, en intelligence artificielle. Je ne crois pas qu'on aura une pénurie de data scientists. Par contre, je crois que nous avons, et nous risquons d'avoir encore plus dans le futur proche, une pénurie de leaders formés à l'intelligence artificielle. Des leaders qui soient vraiment capables de profiter de la puissance des données, qui soient capables de profiter des algorithmes, mais qui ne soient pas dominés par les données ou par les algorithmes, qui soient capables de prendre des meilleures décisions, qui soient solidaires, qui soient plus justes, et via aux prédictions, aux prescriptions, qui peuvent être plus larges, meilleures, plus efficaces. Oui, je ne bouge pas, donc parfois, là c'est bon, je vais essayer à nouveau. Et donc des leaders qui soient formés à l'intelligence artificielle et qui soient capables de prendre des décisions sur la base de prédictions et de prescriptions, comme je disais, plus larges, plus efficaces, en mettant toujours l'humain au cœur. In fine, pour terminer, je crois que l'enseignement supérieur n'est pas mort à cause du digital. Par contre, il est bien secoué. Moi, je fais toujours la comparaison un peu avec Netflix dans le monde du cinéma. Je crois que Netflix n'a pas tué le cinéma. Par contre, le cinéma a dû évoluer
à cause ou grâce à l'arrivée de Netflix. Même chose pour le digital de l'enseignement supérieur. Et là, deux éléments, et je conclus. En premier élément, je trouve que de plus en plus, les établissements d'enseignement supérieur doivent clarifier quelle est leur valeur ajoutée, quel est leur unique selling point, quelle est l'unicité d'un établissement d'enseignement supérieur. Et de l'autre côté, être capable de customiser les parcours qui sont faits à les apprenants. Parce que c'est sur deux éléments, unicité et personnalisation, customisation, que les établissements d'enseignement supérieur, peu importe la discipline, pourront montrer l'avantage, leur unicité. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'acteurs qui attaquent différentes parties de toute la chaîne de valeur et de production d'un établissement d'enseignement supérieur. Nos concurrents sont plus simplement les autres écoles, les universités, d'autres concurrents, mais on a des concurrents privés, des start-up, des corporate universities qui se positionnent sur différents morceaux de notre chaîne de valeur de production. Et donc c'est là que l'unicité, pendant quelques années, les marques vont suffire, mais après, les marques, à mon avis, ne suffiront plus, et ça sera très important, j'insiste, unicité et personnalisation. Je m'arrête là. Un grand merci, Vincenzo. Nicolas, même question, votre vision. Donc, moi, je vais aller du plus général au plus particulier. D'une manière générale, très rapidement, le digital, c'est toujours la même chose quelque part. Ça donne accès à des contenus, à des expériences. Ça réduit les frictions. Quand il y a quelque chose de compliqué à obtenir, eh bien, le digital permet de l'avoir. Et donc, on voit assez rapidement vers quoi on peut aller pour ce qui concerne le monde de l'enseignement supérieur, puisque on peut donner accès à des contenus, des expériences, faciliter les échanges entre les étudiants et les professeurs, entre les étudiants eux-mêmes, etc. Maintenant, est-ce que le digital est quelque chose qui est là pour rester? La réponse est à la fois oui et non. Moi, j'aimais bien dire, répéter, même il y a quelques années, on va dire il y a 3 ans, quand j'étais Chief Digital Officer d'une très très belle école, qu'en tant que Chief Digital Officer, je n'étais pas là pour rester. Il y a une technologie qui a été créée au début du XXe siècle, qui était l'électricité. Et du coup, il y avait certaines entreprises qui avaient décidé de créer des Chief Electricity Officers. Et on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, mais par contre, l'électricité est toujours là. Et ce que je disais, c'est que si je faisais mon job, dans 3 ans, je ne devrais plus être Chief Digital Officer, parce que la transformation digitale devrait avoir eu lieu. Bon, j'espère que l'histoire m'a donné raison. Il n'empêche que aujourd'hui, l'enseignement supérieur n'a pas encore fait sa transformation digitale, et quelque part, on a de la chance parce qu'on est un peu les derniers. Tous les autres secteurs se sont pris leur transformation digitale sur le coin du nez, et donc nous, en fait, on sait quelque part où tout ça va aller. Alors maintenant, j'arrive au plus particulier pour Télécom Paris. Alors pour Télécom Paris, évidemment, première école d'ingénieurs du numérique, par définition, le digital pour nous, c'est très très important. Au sein d'ailleurs de l'Institut Polytechnique de Paris, on est sans doute l'école du digital, de cet ensemble d'ingénieurs de très très haut niveau. Et on a de la chance parce qu'en fait, c'est le sujet le plus sexy du XXIe siècle. Donc on est sur un sujet porteur. La question, c'est est-ce que les écoles prennent la mesure de ça? Parce qu'on peut très bien être très fort sur le sujet. Enfin, vous savez, c'est les cordonniers et leurs chaussures, et donc les enseignants et leurs enseignements. Je ne vais pas parler du management, des professeurs de management, mais je peux parler de la transformation numérique des écoles du numérique. Et on a de la marge. On a franchement du chemin à faire. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, puisque quand je suis arrivé, on rentrait dans un nouveau bâtiment. Donc toute l'installation était complètement neuve, avec des enseignants-chercheurs qui, a priori, sont plus ouverts à cette question-là, et des étudiants qui sont plus appétents. J'ai pas mal discuté avec des collègues qui étaient en lettres. Je peux vous dire que c'était autrement plus difficile, la transition qu'on a dû faire du fait du Covid, que à Télécom Paris, où en gros, en 3 jours, on avait tous basculé en Zoom, en Blue Button, etc. Donc on avait transformé tout ça. Maintenant, la question, et c'est ce dont on va parler après, c'est où est-ce que tout ça va? Il faut absolument qu'on se transforme. Vincenzo parlait des nouveaux entrants. Moi, je suis convaincu que le problème, on parle toujours de l'ubérisation de l'enseignement. Moi, je dis toujours, c'est pas le problème, l'ubérisation. Le problème, c'est la kodakisation. C'est qu'en fait, on est des nouveaux entrants qui nous rendent complètement ringards. Et ça, on va peut-être en voir certains qui vont parler, après nous d'ailleurs, de ce qu'ils proposent. Et ils ont des solutions qui sont beaucoup plus innovantes que les nôtres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne pense pas que c'est une fatalité qui nous remplace. Comme l'a très bien dit Vincenzo,
Netflix n'a pas remplacé la télé, j'ai envie de dire la télé n'a pas remplacé la radio n'a pas remplacé la presse, etc., etc. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que nous, on se transforme pour être plus ceux qui ont des belles marques très prestigieuses, mais qui ont des belles marques très prestigieuses et qui sont innovants en apportant les bons contenus, les bonnes expériences à leurs utilisateurs qui sont nos étudiants et nos enseignants-chercheurs et nos partenaires entreprises. Merci. Merci beaucoup. Même question pour Yvon, à Liezeg. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'aborderai cette problématique du digital sous 3 angles. Le premier, c'est l'enseignement, donc qui est le premier pilier à mon sens. Le deuxième, c'est la digitalisation et la transformation digitale des écoles. Et pour moi, la troisième qui permet d'accélérer tout ça, c'est l'écosystème. Alors sur le premier plan, pour moi, l'enseignement, j'ai envie de dire qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits ces dernières années, mais sans doute qu'aujourd'hui, on le fait mal. Pour moi, le digital tel qu'il est enseigné aujourd'hui, on fait un petit peu un millefeuille. C'est-à-dire qu'on met un petit coup d'intelligence artificielle, un petit coup de big data et puis un petit coup de réseaux sociaux. Et à vrai dire, tout ça n'a pas vraiment de sens. On se focalise beaucoup sur la théorie et on a vraiment un axe qui est complètement oublié, c'est celui de la pratique. Or, aujourd'hui, pour les gens qui travaillent dans le digital depuis 20 ans, comme c'est mon cas, le digital, en fait, ne s'apprend, à mon sens, qu'à travers la pratique. La théorie, c'est intéressant. On peut effectivement avoir certaines bases, mais malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, le digital s'apprend surtout en faisant. On présente surtout le digital comme étant un axe stratégique d'une entreprise. Combien de fois j'ai vu de rapports BCG, McKinsey qui parlent de transformation digitale comme une nouvelle stratégie. Or aujourd'hui, le digital, la réalité, c'est quoi? C'est une boîte à outils au service de la stratégie. Donc ça, c'est vraiment important de l'enseigner sous cette manière-là, de dire que le digital n'est pas une réponse en soi, mais elle est encore une fois au service de la stratégie. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des pain points, des opportunités, et derrière, oui, peut-être que l'IA, peut-être que les réseaux sociaux, peut-être que l'ordinateur quantique sera une réponse. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, quand on regarde au niveau de l'enseignement, comment ça se passe en Asie ou aux États-Unis, eh bien, les étudiants avec des profils différents sont associés. Pourquoi? Parce qu'en école de commerce, malheureusement, on s'arrête au PowerPoint et en école d'ingénieur, eh bien, c'est différent. On a souvent une solution qu'on développe, mais pas forcément de marché. Et aux États-Unis ou en Asie, en fait, on mixe ces étudiants, donc on favorise la mixité pour avoir une vision transverse du digital qui permet justement d'adresser du début à la fin une problématique. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il faut, à mon sens, revoir cet enseignement. Donc aujourd'hui, à l'IESEG, c'est ce qu'on essaye de faire en nouant justement des collaborations et en travaillant sur des projets concrets où on associe des profils divers, variés, mais complémentaires. Et surtout, on essaye d'aller au-delà du PowerPoint. Et donc, on rentre dans le cloud d'Oracle, dans celui d'IBM. On fait des objets connectés avec Sigfox. Et finalement, on donne un sens à tout ça. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la digitalisation, c'est la transformation digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon sens, que pour finalement que le digital prenne, il faut onboarder toute l'école. C'est-à-dire que chacun doit devenir acteur de la transformation digitale de l'école. C'est-à-dire que chacun doit avoir une problématique à résoudre et ou une opportunité à saisir via le digital. Et c'est uniquement à ce moment-là que la digitalisation, la transformation digitale va se faire, parce que souvent, et malheureusement trop souvent, on la voit sous le spectre de la technologie, alors que la transformation digitale est avant tout et essentiellement humaine. Il faut onboarder les gens, il faut les convaincre que le digital, c'est tout sauf l'enfer, et qu'il n'y a absolument rien de fantastique. Il y a des mots peut-être qu'on ne comprend pas, mais la techno, tout le monde peut l'adopter. Et enfin, le dernier levier, c'est, à mon sens, le plus gros problème aujourd'hui de l'éducation, c'est la pauvreté de l'écosystème qui est lié au digital dans la partie EdTech. Aujourd'hui, la plupart des EdTech sont malheureusement créés par des étudiants qui pensent avoir, et c'est souvent le cas, solutionné tel ou tel problème avec le spectre de la vision étudiante des choses. Et malheureusement, ce n'est pas un écosystème aussi solide que celle des fintech, par exemple, ou des biotech, ou des nanotech.
Donc aujourd'hui, cet écosystème, il mérite effectivement de grandir, de se solidifier et aujourd'hui, mais là je marche un petit peu déjà sur la conclusion, à mon sens, l'open innovation sera un des axes qui permettra à l'éducation de se transformer réellement de manière digitale et à vitesse grand V et non à petits pas comme c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, même question pour Alain, du coup. Alors, même question. En fait, on vit une époque formidable, parce qu'il faut aussi voir un peu positivement les choses dans ces périodes un peu complexes. C'est une période de très forte turbulence, mais je vous rappelle que c'est dans les périodes de turbulence que les sources d'innovation et les origines d'innovation sont les plus grandes. Et je crois que l'enseignement supérieur vit actuellement une période de turbulence intense, alors de fait avec tout ce qui a été dit précédemment, mais aussi évidemment dans le contexte sanitaire. Le fait est que je pense que c'est pareil chez nous tous, sur les derniers mois, on a fait beaucoup plus là en quelques semaines finalement autour du coronavirus que pendant des années, parce que finalement on se retrouve extrêmement challengé. Alors le fait est que là on est challengé de manière contextuelle, mais en fait on est challengé de manière structurelle, ça a été très bien dit. Aujourd'hui, quand on regarde la chaîne de valeur de l'enseignement supérieur, il y a des acteurs qui émergent à tous les niveaux de cette chaîne de valeur. J'ai coutume de dire que finalement nos principaux concurrents ne sont pas tellement ici, mais finalement plutôt du côté de ces startups, du côté de ces GAFA, etc. Donc aujourd'hui, le digital dans l'enseignement supérieur, c'est juste plus une question. Il faut effectivement prendre ce virage-là. Au niveau de Neoma, la manière dont on le traite, c'est assez simple. En fait, on l'aborde sur l'ensemble des pans de l'école, puisque globalement, ces outils numériques, on va les retrouver sur 3 volets. Le premier volet en tant que contenu dans la pédagogie. Et aujourd'hui, nous, on vise à former des managers éclairés par rapport aux technologies, c'est-à-dire pas illuminés, prêts à acheter tout et n'importe quoi dès qu'on va leur raconter des trucs avec un vocabulaire un peu technique, et pour autant pas non plus complètement apeurés parce que justement ils ne comprennent pas forcément ce dont il s'agit. Donc on aborde ça dans la pédagogie avec des éléments de cours, que ça soit sur l'IA, que ça soit sur l'informatique quantique, que ça soit sur les big data, la réalité virtuelle, et j'en passe. Le deuxième volet, il est évidemment l'utilisation du numérique en tant qu'outil pour la pédagogie. Et là, on l'appréhende sur une démarche de type pédagogie augmentée. C'est-à-dire que notre vision, c'est pas ces outils vont remplacer le prof, ces outils vont remplacer les écoles, ces outils vont remplacer quelque part ce qui existe, parce que notre vraie force dans ces établissements, c'est de faire justement un temps précieux de rencontre entre des professeurs et des étudiants qui ont tous plein de choses hyper intéressantes à raconter, les professeurs issus de leur recherche, les étudiants issus de leur propre expérience. Et ce temps-là est un temps précieux. Et pour le coup, je parlais du contexte actuel qu'on connaît. Finalement, ce contexte nous a permis d'identifier ce qu'on peut faire à travers des cours à distance et les limites de tout ça. Et aujourd'hui, on a mesuré au niveau de Neoma ce que ça impliquait, ces cours à distance où 100% des cours étaient passés à distance en période de confinement. Voilà, on sait qu'il y a des choses qu'on ne va pas nécessairement reproduire ou vouloir continuer de cette manière-là, avec une obsession qui est vraiment de maximiser l'expérience d'apprentissage. Et le troisième volet d'utilisation du numérique, c'est l'utilisation du numérique, cette fois-ci, pour transformer l'école en tant qu'organisation, parce que finalement, nous, on a un peu la double, voire la triple peine, c'est-à-dire qu'on doit réaliser la transformation numérique dans les contenus, dans les pratiques pédagogiques et en tant qu'organisation. Là aussi, c'est extrêmement important que de développer une vision assez claire de ce qu'on souhaite faire. Du coup, la stratégie de transformation numérique de Neoma, c'est celle que je vous ai expliquée. C'est transformer l'expérience d'apprentissage en vrai, au sens sur nos campus physiques, et en numérique, donc à distance, à travers un certain nombre d'innovations. 2, c'est accompagner le développement de la culture numérique, parce que le problème, c'est qu'il faut aller au-delà de l'outil. Aujourd'hui, il y a plein d'outils disponibles, français, américains, chinois, enfin voilà. Il y a pléthore d'outils, mais Yvan le disait, souvent ça résout un micro-problème. Or, il faut du coup faire un assemblage d'outils, donc on devient un peu intégrateur d'un certain nombre de solutions. Donc il faut réussir à identifier tout ça, mais surtout à faire basculer la culture de l'organisation. Là, nous, on a mis en place des choses issues du design thinking autour de démarches type test and learn, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien,
En revanche, on doit tout mesurer. C'est-à-dire que dès qu'on déploie une innovation, on va mesurer l'impact de cette innovation. Le troisième volet, je l'ai expliqué, c'est la numérisation des pratiques. Donc là, pour le coup, on est sur le déploiement de l'outil. Et enfin, le quatrième volet, c'est la communication en externe et aussi en interne de cette transformation numérique. Parce que je pense qu'on a une responsabilité collective, en fait, dans tout ça. Si on ne veut pas que nos établissements soient, comme on dit, disruptés, j'aime pas trop le terme, mais voilà, vous me comprenez, finalement, regroupons aussi nos efforts par rapport à ça. Il y a pléthore de très beaux établissements avec de vraies singularités. Cultivons ces singularités tout en cultivant des champs de collaboration. Merci beaucoup, Alain. Antoine, vous êtes à distance. Donc, quelle est votre vision de la place du digital dans l'enseignement aujourd'hui? Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors évidemment, je passe après les autres et je ne peux être que d'accord avec ce qui a été dit précédemment, donc sur les grandes transformations qui ont lieu, les facteurs de résistance qui vont faire effectivement que l'on ne pourra peut-être pas voir la concrétisation finale d'une digitalisation totale et complète. Donc, je voulais peut-être ajouter des éléments qui sont peut-être plutôt des observations ou des questionnements que l'on pourrait avoir, car on connaît un peu tous les sujets de l'actualité, qui sont les facteurs, par exemple, générationnels. Donc, j'ai un enfant de 9 ans et un garçon de 9 ans et une fille de 6 ans. Je donne des cours dans le contexte du MBA, où je suis notamment en charge du capstone, donc tous les étudiants du MBA, 2 fois par an, et aussi dans le domaine exécutif. Et au mois de février-mars, lorsque nous avons eu la pandémie, il a fallu que tout le monde se mette au digital. Et donc, j'avais derrière moi mon fils qui était sur Zoom avec une professeure, une institutrice de CE2 qui donnait des cours, qui quelques semaines auparavant disait « Ah, mais nous n'avons pas suffisamment de moyens du ministère de l'Éducation, etc. » Et qui tout d'un coup s'est totalement transformé. J'ai eu les étudiants MBA qui, pareil, étaient un peu sur la résistance, mais qui ont été obligés de s'adapter. Et par contre, là où j'ai senti, moi, le plus de résistance, c'est sur le côté exécutif, qui, de façon un peu historique, était plus sur le présentiel et qui continuait à nous demander de créer des programmes qui seraient dans le présentiel et de façon synchrone. Et quelque part, je pense qu'il faut qu'on se prépare au fait que les générations à venir, celles qui sont 10, 15 ans, qui ont maintenant 10, 15 ans, vont très rapidement devenir nos étudiants. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les exécutifs, vu que ce confinement, vu que la pandémie persiste, se sont aussi adaptés et que de plus en plus, les programmes vont devoir évoluer pour prendre ceci en considération. Et je veux faire le lien entre ça, donc on va dire le facteur intergénérationnel, avec ce que l'on peut observer aussi dans le changement des pratiques de travail qui déjà émergent, qui vont être plus ou moins rapides dépendant des secteurs et des géographies. Mais on peut prendre par exemple Dropbox qui a décidé maintenant d'accepter que tout le monde peut travailler de la maison s'ils le veulent. Pareil, je crois, pour Microsoft maintenant. Et que donc maintenant, plus cela dure et plus en fait, nous allons devoir offrir en termes de pratiques de formation ou d'une perspective académique, avoir une mixité dans nos solutions. Et peut-être le dernier point, c'est que un peu, je pense, et ça c'est quelque chose que l'INSEAD avait déjà débuté il y a plusieurs années, c'est se focaliser sur ce qui a un rapport avec le comportemental, c'est-à-dire vraiment développer les compétences de leadership qui, dans un contexte de digitalisation, et vous parliez là de l'intelligence artificielle, de tous ces outils digitaux, je pense, c'est le côté humain qui sera probablement ce sur lequel l'accent sera plus mis, ce qui a donc une application d'un point de vue, encore une fois, on va dire formation au sens très large, sur tout ce qui a un rapport avec travailler sur les facteurs comportementaux plutôt qu'analytiques. Donc, ça ne veut pas dire oublier l'analytique, mais ça veut dire peut-être mettre plus l'accent sur ce qui a un rapport avec le comportemental. Et nous développons dans le contexte de l'INSEAD beaucoup de cours dans ce sens-là qui mélangent le digital avec des expériences comme des jeux de rôle ou des mises en situation. Donc voilà, pour ma part. Un grand merci, Antoine.
Juste un petit mot sur ce premier tour de piste, Benjamin, vous n'allez pas être sollicité. On a eu la version de l'ESSEC, vous venez de l'ESSEC, donc on avait fait ce choix. Vous allez être sollicité tout de suite, entre autres. Juste après, donc je laisse la parole à Basile. Oui, merci Lucas. Donc en fait, l'idée maintenant, c'est d'avoir deux applications concrètes du digital dans vos écoles. Et là, je me tourne d'abord vers Benjamin et ensuite vers Alain. Donc bonjour. À l'ESSEC, donc effectivement, le sujet dont je voulais parler, c'est le Talent Center qu'on a mis en place en formation continue, qui est un dispositif qui va permettre à un futur participant, de pouvoir construire son module, enfin en tout cas son parcours complètement à la carte, et ça en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, au démarrage, on avait effectivement des programmes qui étaient en monobloc, ou effectivement sans personnalisation possible, et qu'on a commencé à découper en différents modules avec des blocs de compétences. Et on est vite arrivé à une situation où il était très complexe et pour le futur apprenant de se retrouver parmi l'ensemble de ces modules, et pour nous de pouvoir les commercialiser. Donc on a mis en place ce dispositif qui va permettre de pouvoir à la personne dire là où elle en est, à la fois au niveau de sa personnalité, à la fois au niveau de ses compétences, à la fois au niveau de ses expériences professionnelles, à la fois au niveau de ses expériences académiques, donc dire là où elle est, dire là où elle voudrait aller, et ça avec ses mots, et en tout cas pouvoir exprimer là où elle sent qu'elle va aller. Et nous, on va construire au fur et à mesure le parcours idéal parmi nos modules qui vont lui permettre de pouvoir atteindre son objectif, et ça selon le délai qu'elle souhaite, selon les modalités qu'elle souhaite, selon la façon dont elle va vouloir apprendre. Donc effectivement, est-ce qu'on est sur des modules présentiels, est-ce qu'on est sur des choses en ligne, est-ce qu'on va faire un peu de RH, est-ce qu'on va pouvoir aller plus vers les outils digitaux, donc de construire tout ce parcours, et ça de manière automatique, basée effectivement sur tous les autres participants qui ont construit leur parcours auparavant, et sur lequel on aura vu ce qui marche, ce qui ne marche pas, et derrière, en nous permettant aussi d'avoir une meilleure visibilité sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite, qu'est-ce qui va être attendu. Parce qu'effectivement, en étant beaucoup plus tôt dans la chaîne, pas avec des gens qui arrivent, mais en tout cas qui souhaiteraient faire une formation dans le futur, on arrive beaucoup plus vite à détecter quelles sont les attentes, quels sont les éléments qui vont être attendus, et derrière pouvoir apporter des réponses, les construire au fur et à mesure, et être au bon moment, en tout cas, quand les personnes en auront besoin. Merci. Et voilà. Nous, on déroule une assez belle histoire autour des technologies immersives depuis maintenant bientôt 5 ans, puisque en fait, il y a presque 5 ans, j'ai créé une première étude de cas en réalité virtuelle en marketing, qui s'avérait être une première mondiale finalement sur ces sujets-là. C'était très utilisé du côté des ingénieurs, mais pas du tout dans notre environnement business school. Du coup, c'est intéressant cette technologie-là, parce que ça permet d'amener des cas d'entreprise directement dans la salle de classe. Donc, par exemple, sur des étudiants qui vont être sur un cours de supply chain management, on peut les emmener visiter un drive Leclerc, en l'occurrence, pour comprendre ce qu'est un drive, ce qu'est un flux logistique, comment ça se modélise, et puis leur poser une question toute simple vous allez observer ce qui s'y passe, et puis maintenant imaginez que vous ayez à construire un entrepôt qui fasse 2 fois, 3 fois, 4 fois cette taille-là, et du coup ils sont plongés comme dans la vraie vie, c'est-à-dire je rentre dans une situation managériale, je l'observe, j'apprends à l'analyser, je développe mon sens critique, et je pense que voilà, ces derniers temps on en parle quand même énormément, et ça me paraît extrêmement fondamental aujourd'hui. Et derrière, je suis capable de réemployer ça. Donc, on est bien sur le développement de compétences. Donc ça, c'était le premier sujet. Et puis, vous avez dû le voir passer également. On a ouvert en tout début septembre un campus virtuel persistant. Alors, un campus virtuel persistant, c'est quoi ? C'est, vous imaginez, un univers 3D persistant, c'est-à-dire que vous soyez connecté ou pas, il continue de vivre. Et puis, en tant qu'étudiant, prof ou staff, vous allez pouvoir vous y connecter sous la forme d'un avatar. Alors, selon les générations, on me cite c'est du Second Life, ou alors c'est les Sims, ou alors les plus récents vont me citer Abo ou Animal Crossing. Donc, je vous renvoie à votre propre référentiel là-dessus. Mais c'est vrai que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup, c'est un outil qui nous permet de développer de la proximité tout en étant à distance. Et ça, c'est un sujet sur lequel on réfléchissait évidemment depuis un petit moment, puisqu'ayant 3 campus sur Reims, Rouen et Paris, il n'est pas rare que nos étudiants soient distants géographiquement, et on cherchait une solution pour finalement permettre de créer un effet promo, ou en tout cas de le renforcer, et cet outil-là est extrêmement intéressant.
puisque finalement, vous avez une même unité de lieu, une même unité de temps, et vos étudiants vont pouvoir se connecter pour assister à un cours, pour travailler entre eux, pour assister à une conférence. Et là où l'histoire est vraiment, moi je trouve, assez sympa, c'est qu'on travaille ça avec Laval Virtual. Et Laval Virtual, j'ai été speaker pour eux suite à l'histoire de la réalité virtuelle et les cas qu'on fait. Et du coup, voilà, cet échange, il s'est noué sur la durée. Et là, on va au-delà de l'outil. C'est-à-dire qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, notre sujet là, de transformation des cultures, on essaye de le faire aussi au niveau des étudiants. Et à travers cette plateforme-là, virtuelle persistante, nos étudiants de la culture business, finalement, ont accès à une communauté très numérique, très technologique. Et si jamais des petits bébés start-up naissent de ces rencontres-là, on serait absolument ravis, parce que ça montrerait que notre hybridation des cultures a fonctionné. Merci Alain. Merci beaucoup. Donc vous avez évoqué un exemple concret sur la supply chain. Et là, ça me fait penser, Nicolas, à quels sont les domaines qui sont le plus... juste un instant. Quels sont les domaines qui seraient empâtés ou améliorés le plus par cette innovation digitale dans le milieu de l'enseignement? Alors, avant de répondre à cette question-là, je vais faire un petit détour par quelque chose que tout le monde connaît, qui est la transformation digitale en général. Je ne sais pas si vous savez quelle est la meilleure façon de rater un projet de transformation digitale. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est quand on essaye de résoudre un problème d'organisation ou un problème de personne avec un outil. Donc c'est ce que disait Yvan tout à l'heure, c'est qu'on parle toujours des outils, mais en fait, ce n'est pas la question. C'est la culture, c'est les personnes, etc. Et donc j'ai envie d'appliquer ce raisonnement-là à l'enseignement supérieur. C'est qu'aucune transformation digitale ne pourra sauver d'elle-même un enseignement supérieur qui n'a pas envie de se sauver. Donc, qu'est-ce que la transformation digitale apporte à tous les autres secteurs? Plus de personnalisation, un time to market qui est réduit, de la modularité, donc je dis modularité parce que pour reprendre ce que disait Benjamin sur les blocs de compétences, et donc par exemple on ne va plus avoir toute une série, mais on va avoir des formats plus courts qui vont être proposés sur les plateformes de streaming, qui vont nous permettre de cibler plus précisément le genre de contenu qu'on veut. Et en fait, l'enseignement supérieur, ça va être exactement pareil. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais caricaturer 2 secondes, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on fait un programme d'enseignement supérieur? Il y a un prof qui a envie de pousser son truc parce qu'il adore un machin. C'est pas très orienté marché, c'est même carrément pas orienté marché. Il pousse son programme, il va chercher ses copains et il va faire un programme d'enseignement. Et on espère que dans 3 ans, ça sortira et qu'on arrivera à recruter des gens. Grosso modo, le lead time pour construire un programme pédagogique, c'est entre 2 et 3 ans. Entre le moment où on se dit on va le faire et puis le moment où on recrute, le premier étudiant commence à enseigner. Si je rajoute à ça les 2 ans ou les 3 ans qu'il faut pour qu'il sorte, on voit le temps entre le moment de l'idée et le moment où ça a un impact réel sur le marché de l'emploi. Moi, je pense que c'est là où ça va changer les choses. Si on arrivait à, par exemple, en travaillant beaucoup plus au niveau des blocs de compétences, et donc je commence par le pédagogique, à changer la manière dont on travaille, arrêter d'être dans une logique de push et plus dans une logique d'orientation client ou étudiant, on va dire, parce que les clients c'est toujours un peu compliqué dans notre milieu, mais on va dire orientation étudiant. On pourrait imaginer des time to market beaucoup plus courts, un peu comme on fait d'ailleurs en B2B. En B2B, sur les formations sur mesure, on va discuter avec nos clients entreprises, les DRH, et on leur propose des programmes sur mesure. Alors, je l'ai fait, je sais très bien comment ça fonctionne. C'est d'ailleurs comme tous les consultants, on écoute le client, on se dit « Ok, je vais réassembler ce bout-là, ce bout-là, ce bout-là, ce bout-là », et je vais lui proposer un truc en lui disant que c'est rien que pour lui. Du coup, ça va me permettre d'avoir un markup un peu plus élevé. Et il aura sa formation sur mesure. Le jour où on sera vraiment en interne prêt à fonctionner comme ça, le numérique, ça sera l'Eldorado, parce qu'en fait, grâce à l'IA, on pourra effectivement cibler le bon module de compétences sur la bonne personne, on pourra anticiper les besoins du marché, et donc on aura un time to market qui est beaucoup plus court, avec une adaptabilité beaucoup plus courte, et pas seulement des modules qui sont de l'asynchrone, comme le disait Antoine tout à l'heure, du synchrone présentiel, mais peut-être aussi des capsules, on aura des formats hybrides, mais au final, l'important, c'est qu'est-ce que le client, qu'est-ce que l'étudiant veut, qu'est-ce qui est bon pour son parcours. Par exemple, il lui manquerait 4-5 blocs de compétences et ça lui permettrait d'arriver à l'équivalent d'un diplôme d'ingénieur, par exemple, sur validation d'acquis professionnels. On lui donne ces quelques blocs-là, on lui propose ça très très rapidement.
avec un time to market très court, parce qu'en fait, entre le moment où il en a besoin et où on propose la formation sur mesure sur base des blocs de compétences, il peut se passer peut-être quelques secondes, puisque tous ces blocs de compétences existent déjà dans ce qu'on pourrait leur proposer. Donc, en fait, ce qui va se passer sur l'enseignement, c'est ce qui s'est passé partout ailleurs, sur cette approche beaucoup plus orientée marché. Mais sauf que nous, en fait, on doit d'abord nous changer pour accepter ça, parce que si nous, on ne le fait pas, ça va être les open classrooms, ça va être tout cela qui arrive avec des solutions qui sont très, très, très intéressantes. Merci beaucoup. Vincenzo, votre opinion sur le sujet? Oui. C'est toujours moi, le problème? C'est pas le micro, c'est moi. Vous voulez pas m'entendre, c'est ça? Ce micro ne veut pas fonctionner. C'est pire. C'est pire. C'est bon, là? Donc, je commence par là où Nicolas termine. Donc, les étudiants, l'apprenant, que ce soit en formation initiale, continue, ou pré-expérience, post-expérience, c'est notre, on ne doit pas l'oublier, c'est notre raison d'être. Les clients chez nous, vous utilisez le mot que Nicolas a utilisé, passent à l'école et ensuite on a quand même une mission de leur apprendre quelque chose. Moi, par ailleurs, je n'aime pas du tout dire qu'on leur apprend quelque chose ou qu'on les forme. Moi, je préfère dire qu'ils se forment à l'ESSEC parce qu'ils sont acteurs de la scolarité, qu'ils se transforment. Ça ne veut pas dire que l'école se dédouane de toutes ses responsabilités, mais l'étudiant est vraiment acteur de sa scolarité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il me semble que nous avons quand même une forte responsabilité à être pertinents par rapport à ceux que les étudiants, peu importe, encore une fois, formation initiale ou participant à formation continue, vont trouver une fois qu'ils quittent nos écoles et rentrent dans un monde professionnel, peu importe où, peu importe dans le secteur, peu importe s'ils sont entrepreneurs ou s'ils font d'autres métiers. Et du coup, on parle beaucoup du digital comme nouveau support, c'est bien, on a entendu beaucoup de choses, on a partagé ça lors du premier temps de cette table ronde. Maintenant, le digital amène aussi à des nouvelles formes d'apprentissage, à des nouveaux champs de compétences, à des nouvelles formes d'interaction qui, d'une manière ou d'une autre, vont retrouver aussi une fois qu'ils rentrent dans le monde professionnel. Et ça, c'est très important parce que je trouve qu'il faut que... C'est important d'écouter les nouveaux besoins, les nouvelles attentes, mais il ne faut pas non plus s'arrêter à ça. Steve Jobs n'aurait jamais inventé l'iPhone s'il nous posait des questions « Quel téléphone veux-tu » Je crois que très très peu de gens auraient répondu « Je voudrais un smartphone ». Ça n'existait pas, on n'imaginait même pas ce qu'on aurait pu faire avec un smartphone. Après, on n'aime pas, c'est tout un autre sujet, parce qu'ils nous ont donné la technologie, on n'a pas encore le mode d'emploi social de cette machine infernale qu'est le smartphone. Ça, j'en conviens. Mais vous voyez, il y a une question, à mon avis, que dans l'enseignement supérieur, notamment en management, qui est la partie, mais aussi dans d'autres disciplines, on doit se poser, compte tenu de ce qui est en train de se passer, nous répondons à de nouveaux besoins, de nouvelles attentes, mais aussi what's next. Et ça, il faut être créatif, il faut faire de l'innovation, bien sûr, et bien évidemment, on peut le faire avec les acteurs. Et du coup, à l'ESSEC, par exemple, le campus numérique augmenté, et les trois mots sont importants. Bon, numérique, digital, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais le mot campus, vous voyez, on ne parle pas de plateforme, on ne parle pas d'un endroit où simplement on transfère des savoirs, mais c'est vraiment une interaction entre tous les acteurs. Et le mot augmenté, c'est quelque chose qu'on avait démarré en février 2019 avec mon ancien CDO, n'est-ce pas, Nicolas? Et donc, c'est important parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Le mot augmenté, ce n'est pas seulement du teasing, mais c'est pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, pas seulement comme on le fait aujourd'hui en utilisant le digital comme support, mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent, de mieux, de plus, de nouveau, pour servir plutôt au monde d'après et pas au monde d'hier. Et de nouveaux champs de compétences aussi très importants, parce que par exemple, le multidisciplinaire, Yvonne en avait parlé un petit peu tout à l'heure, le multidisciplinaire, c'est extrêmement important. Et les écoles, l'enseignement supérieur en général, n'est pas trop orienté multidisciplinaire. Déjà, au sein d'une école, on a les différentes disciplines, les différents départements, assez en silo, c'est la culture académique. Là, en plus, la recherche pousse beaucoup à la spécialisation, qui est très important. Mais les enjeux du monde d'aujourd'hui demandent une interaction entre acteurs, mais aussi entre disciplines. Et donc, il me semble, pour terminer, par exemple, la mise en place d'un certain nombre de laboratoires. À l'ESSEC, il y a le Calab, le FinLab, on vient de démarrer cette semaine le MetaLab pour l'intelligence artificielle. Ce sont des lieux où c'est très important d'expérimenter, se tromper aussi, mais d'expérimenter, d'innover
pour agir. Il y a clairement l'urgence de l'action et je trouve qu'il faut à nous de voir un petit peu comment on peut s'appuyer aussi sur le digital pour voilà, de ce critique de expérimentation, transformation, innovation pour l'action. Un enjeu, et je conclus, c'est la démocratisation. Faisons attention à que le digital ne va pas élargir le fossé entre ceux qui auraient le code codifié, mais aussi les codes du digital éducatif et ceux qui ne l'auront pas. Ça, c'est un sujet, à mon avis, auquel nous, en tant qu'acteurs dans ce domaine, mais en général, la société doit faire attention. Un grand merci, Vincenzo. Antoine, je demande aussi aux intervenants d'être rapides là dans ces réponses pour pouvoir donner le temps aux autres. Quelle est votre vision sur les domaines impactés par le digital? Je pense que c'est une question très vaste qui demanderait peut-être une très longue réponse, justement. Et je constate que la vidéo de Blanquer apparaît, donc j'imagine qu'on a moins de temps que prévu. Donc, il y avait deux pensées qui émergeaient, sans vouloir faire l'inventaire encyclopédique de tout ce qui se fait à l'INSEAD et dans le d'un point de vue digital, qui émergent un peu suite aux commentaires que mes collègues font sur scène. La première, c'est qu'avec la digitalisation, quand même, il y a un énorme avantage dans la formation où on peut vraiment impacter plus de monde et surtout dans d'organismes. Encore une fois, je pense à la formation exécutive où auparavant, on ne pouvait former que les senior leaders et beaucoup moins facilement ceux qui travaillaient avec eux. Maintenant, avec les effets de cascade, où on fait quelque chose de peut-être plus présentiel, plus expérientiel avec les senior leaders et peut-être quelque chose de plus digital et de plus asynchrone avec le reste de l'organisation, permet vraiment de faire des grands changements de culture, de réorientation stratégique et autres, me semble être quelque chose qui est très intéressant pour, en tout cas, accélérer la dissémination de nouvelles théories, de nouvelles pratiques au sein des grands organismes, et on pourrait aussi le faire dans les domaines universitaires. Après, le deuxième, bon, ça c'est plutôt parce que je veux essayer de garder quelque chose aussi pour le deuxième panel, c'est que nous travaillons de plus en plus avec la réalité virtuelle et la capacité de distribuer des cours à travers la réalité virtuelle pour le très grand nombre. Donc ça, cela implique déjà quelque chose sur le design des cours, mais aussi sur la création de nouveaux hardware qui nous permettraient de pouvoir faire ceci. Et autant j'étais assez sceptique il y a 1 an dessus, je commence à sentir que ça peut peut-être être dans le domaine du plausible. Donc, juste pour le lancer out there, comme on dit. Merci beaucoup, Antoine. Maintenant, je me tourne vers Yvon et vers Benjamin. Est-ce que vous avez déjà abordé le sujet de la création d'une feuille de route pour la digitalisation de votre institution? Et si vous pouvez en parler, et sinon, est-ce d'actualité dans vos plans? Je ne vais pas parler de la feuille de route au niveau de l'institution, mais je vais plutôt du coup décrire celle du master que je dirige, qui d'ailleurs sert souvent de lab finalement au niveau de l'IESEG. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire au niveau du master, c'est d'essayer justement de combiner les 3 piliers que j'ai évoqués tout à l'heure, donc à la fois l'enseignement, la transformation digitale de l'école, mais aussi l'écosystème. Et donc, pour vous expliquer comment on fonctionne, on fait souvent une V0 puis une V1 jusqu'à avoir quelque chose d'assez abouti au sein du master. Et si ça a du sens, ensuite on le déploie potentiellement à toute l'école. Donc, au sein du master que je dirige, on a lancé les cours de code, tout simplement avec le wagon. Donc, c'était un grand changement pour l'école puisqu'on allait chercher ailleurs des compétences. Et l'idée, ça a été dans un premier temps d'avoir un premier cours du XUI, et puis on en a rajouté un deuxième, un troisième, puis un quatrième au sein du master. Et ensuite, on l'a déployé au niveau du programme Grande École, et on a même créé plus récemment des programmes en coopération avec le wagon, donc qui sont brandés IESEG et le wagon. On a également beaucoup testé des choses plus axées sur la pratique. Donc on a monté un partenariat avec le Tech Shop Leroy Merlin avec des cours de design thinking et de conception produit avec des profs de design. Et donc on a commencé à faire du prototypage concret.
Et on a rajouté, alors a priori on est la seule école de commerce à le faire, des cours pour utiliser des imprimantes 3D et des découpes laser. Donc c'est des choses qu'on fait plus tôt dans les écoles d'ingénieurs. L'idée étant, encore une fois, d'aller au bout du projet. Et puis en même temps, donc, on a adressé la transformation digitale de l'école. Et j'aurais deux exemples. Un premier exemple où tous les ans, on a des étudiants qui se plaignent d'avoir trop tard leur diplôme et donc ils ne peuvent pas délivrer un certificat à leur employeur dès septembre lorsqu'ils trouvent un job. Donc on a décidé de délivrer des attestations qui étaient certifiées sur la blockchain, donc avec BC Diploma. Et donc là, encore une fois, on a été bêta-testeur au sein du master et donc ça va être amené à être déployé à toute l'école. Et je rajouterai un exemple, c'est celui, et finalement sans doute celui dont je suis le plus fier, c'est une EdTech qui est née au sein du master, puisque on est aujourd'hui dans une logique où malheureusement on est encore beaucoup en mode papier. Donc je dirige un master qui est en apprentissage et donc toutes les feuilles de présence étaient en papier et ça embête, et je reste poli, le professeur. Il y a de la fraude au niveau des étudiants qui signent pour les copains qui ne sont pas là. Et puis, au bout du compte, la feuille, elle est perdue. Et puis, il y a de la ressaisie manuelle derrière. Et donc là, EduSign est né, donc qui était une solution à la base en physique, qui s'est tout de suite adaptée. Le Covid est arrivé très, très vite et c'est passé dans une solution online. Et c'est une start-up qui est aujourd'hui incubée à Station F, qui prépare une levée de fonds de plusieurs centaines de milliers d'euros dans les prochaines semaines. Et donc, on est vraiment dans cette logique où, effectivement, on déploie des solutions, on crée des solutions, et derrière, on fait une V1, une V2, et puis on la scale à tout l'IESEG. Merci, Yvon. Merci. Pardonnez-moi de vous interrompre dans cette lancée, mais merci beaucoup. Ce témoignage. Un tout dernier mot, Benjamin. Donc, feuille de route, 30 secondes, pas plus, et on doit y aller. Très rapidement, effectivement, au niveau de notre feuille de route, donc le campus numérique augmenté, c'était notre précédente feuille de route sur la partie digitale. Donc, on est en train de la délivrer. Enfin, on a fini de la délivrer là pour le moment. On a un nouveau plan stratégique qui a été donc RISE la semaine passée. Et donc, effectivement, on va avoir cette nouvelle feuille qui va être autour de l'intelligence artificielle en particulier, qui est un des piliers, mais en particulier sur l'expérience étudiant, sur l'expérience entreprise. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour transformer l'expérience de chacun auprès de l'ESSEC et arriver à créer quelque chose qui a plus de sens et qui est plus cohérent. Un grand merci, Benjamin. Merci beaucoup. Bien, d'abord, merci pour cette invitation. Je tenais à venir, même si justement les circonstances m'obligeront sans doute à être plus bref que prévu, parce qu'on est évidemment en situation de crise, comme vous le savez. Ce que je voudrais dire puisque vous avez commencé par cette minute de silence, c'est que chacun l'a bien compris, ce qui se joue au travers de cet assassinat et des suites de cet assassinat, c'est les éléments les plus importants de notre vie collective, c'est-à-dire rien moins que la liberté, la démocratie et la République. Je crois que tout le monde l'a compris, mais que maintenant, l'objectif est de travailler sur le comment. Personnellement, ça fait depuis que je suis ministre que j'alerte sur l'ensemble des sujets liés à la radicalisation islamiste et plus généralement aux menaces sur la liberté d'expression, sur la liberté d'enseigner et aux menaces sur la démocratie. C'est pourquoi d'ailleurs on a pris toute une série de mesures. Le domaine du numérique est un domaine très concerné par ce dont je parle. Je prends un seul exemple sur le sujet du harcèlement à l'école. Nous avons progressé un peu, voire parfois beaucoup, depuis 3 ans au travers de mesures concrètes prises dans l'enceinte scolaire. En revanche, nous n'avons pas pu progresser sur le sujet du cyberharcèlement qui, d'une certaine façon, a pris le relais du harcèlement physique. Et on va retrouver cela dans le domaine de la lutte contre la radicalisation islamiste, c'est-à-dire une puissance d'Internet, une capacité des organisations les plus radicales à exister sur le net. Je donnerai un seul chiffre qui doit nous faire réfléchir, qui est issu d'un travail de l'Institut Montaigne. Lorsqu'il y a des enquêtes sur la radicalisation islamistes dans notre société, on voit que 28% des personnes de confession musulmane qui sont interrogées ont de près ou de loin une sympathie pour les thèses les plus radicales, ce qui est d'ailleurs un chiffre fort. Heureusement, 72% sont donc dans
dans la situation inverse et représente un appui très important pour ce que nous avons à faire. Mais ensuite, quand on regarde sur Internet la présence de la radicalité islamiste dans la parole musulmane, ça devient un chiffre de 98%. Autrement dit, la radicalité bénéficiait d'une chambre d'écho parce qu'elle est activiste, parce qu'elle a un projet de société pour s'imposer à nous et pour mettre en cause les piliers de notre République et de notre démocratie. Caractéristique d'une démocratie, c'est de savoir se défendre aussi et de savoir donc défendre la liberté et prendre les mesures appropriées sans se nier elle-même, autrement dit en étant capable de déployer des outils qui ne soient pas contraires aux libertés, mais qui néanmoins permettent d'empêcher les adversaires de la liberté d'agir. C'est vrai dans le monde physique, c'est vrai aussi dans le monde virtuel. C'est pourquoi les experts du numérique que vous êtes doivent forcément de nouveau avoir des réflexions approfondies sur cette question, que ce soit pour la responsabilisation des grands acteurs du numérique, que ce soit pour l'application de règles juridiques nouvelles permettant l'expression de la liberté, mais aussi d'éviter que cette liberté soit utilisée par les ennemis de la liberté pour tout simplement mettre à plat notre République. C'est pour moi ce qu'incarne Samuel Paty, parce qu'il a été d'une certaine façon un avocat de la liberté d'expression au quotidien. Il n'a pas eu peur de le faire, il le paye de sa vie. Et je suis évidemment profondément attristé aujourd'hui, et c'est toute la France, même le monde entier, qui est attristé par ce qui s'est passé. Néanmoins, mon message adressé notamment à la communauté éducative de France, et vous m'avez peut-être déjà entendu l'adresser, c'est on ne doit pas se laisser gagner par la peur. Le but des terroristes, c'est de semer la terreur. Et donc, chaque fois que l'on cède à cette terreur, on leur donne malheureusement un peu raison. Donc, c'est le courage, l'esprit collectif, la cohésion et la force qui vont d'ailleurs nous conduire à prendre des initiatives pour que dès la rentrée scolaire du 2 novembre, cette force sereine de la République s'affiche et soit entraînante pour nos élèves. C'est pourquoi, et je terminerai cette réflexion-là, puis après je parlerai davantage du sujet d'aujourd'hui, doit nous responsabiliser tous, vous tous qui m'écoutez, pour prendre des initiatives pour ce que j'appellerais la République du net. Il y a parfois des tendances totalitaires ou des tendances violentes qui s'affichent sur le net. Qu'est-ce que la République du net dans le futur pour que tout simplement nous permettions à l'humanité de vivre de manière pacifique, fraternelle, en conformité avec des valeurs qui assurent tout simplement l'avenir de notre monde. Ce sont des réflexions essentielles que nous devons avoir, qui relèvent du même enjeu que ceux que les Lumières ont dû relever au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, quand, comme conséquence de l'invention de l'imprimerie au siècle d'avant, ils ont eu à réfléchir sur la liberté d'expression et sur la puissance politique des nouveaux outils. Bien, les questions que je pose ne sont pas complètement nouvelles, mais on doit avoir le sens de la gravité de la situation. Une question qui est souvent posée, c'est est-ce que la démocratie peut survivre à Internet? C'est une vraie question, et je la pose sur une tonalité grave, mais optimiste. Je pense que Internet peut être au service de la démocratie, mais ça reste quand même à démontrer, et vous, en tant qu'acteur du sujet, devez contribuer à la réponse positive à cette question. Voilà, puisque vous m'avez invité à une réflexion, je vous la donne, mais j'avais encore d'autres choses à vous dire. Monsieur Blanquer, nous rentrons dans le vif avec une première question. Quelle est aujourd'hui la part du digital dans l'éducation nationale? Merci donc pour cette question et merci pour l'invitation. J'étais très heureux de venir, et encore une fois, les circonstances amènent un peu à raccourcir les choses, mais je veux quand même vous saluer tous. Une pensée particulière pour l'ESSEC, vous me le permettez, et pour Vincenzo Vinzi qui la dirige si magnifiquement actuellement, avec une pensée pour chacune de vos écoles, parce que c'est toujours avec beaucoup d'affection, beaucoup d'émotion, beaucoup d'affectio societatis que je suis en contact avec vous. Et donc, merci pour cette invitation. Je suis
est évidemment très sensible à la question qui est posée, parce qu'elle dit quelque chose de la modernité de notre système éducatif, et elle le dit en des termes qui sont forcément complexes, parce que il va de soi que, c'est exactement ce que nous avons dit l'un et l'autre à l'instant, il y a le meilleur comme le pire qui peut advenir de ce monde technologique. Quand j'étais directeur de l'ESSEC, d'ailleurs, j'utilisais souvent une formule que j'utilise aussi comme ministre de l'Éducation nationale, qui est de dire peut-être que la question essentielle de notre temps, c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être un monde de plus en plus humain. Et comment donc nous mettons la technologie au service de l'humain, cela ne va pas de soi, mais ça amène quand même à des réflexions, notamment déjà sur la fonction professorale. Parce que certaines réflexions sur le digital amènent parfois à considérer que l'ordinateur pourrait remplacer le professeur. Et c'est vrai dans l'enseignement supérieur comme dans l'enseignement scolaire. Je ne pense pas ça du tout, je pense l'inverse de ça. Je pense que plus on est dans une civilisation technologique, plus il y a un rôle du professeur, être humain, qui d'une certaine façon peut être un professeur augmenté par l'existence du digital. Et donc le duo numérique professeur, le duo parfois qui peut être même robot professeur, ce duo doit être une sorte de modèle de société de réussite du duo, c'est-à-dire d'un duo de maîtrise de la technologie par l'humain et pas l'inverse, et encore moins de substitution de l'humain par la technologie. Donc cette réussite du duo homme-machine au travers de la figure du professeur et de l'ordinateur est à mes yeux une clé, pas seulement pour l'éducation, mais pour le modèle qui est ainsi envoyé à l'ensemble de la société, notamment au travers de la formation des enfants. C'est ce que nous vivons concrètement lorsque c'est réussi, et je vais revenir tout à l'heure sur les leçons que nous tirons du confinement, mais en tout cas, c'est, à mon avis, ce qui doit nous guider. Ce duo homme-machine, il signifie aussi une capacité à avoir une vision protectrice et ambitieuse pour le digital. Lorsque j'ai commencé à prendre mes fonctions, au bout d'une année, j'ai prononcé un discours à l'université d'été de Ludovia. Il est sur Internet pour ceux qui auraient envie de le regarder, parce que c'est un peu long, mais les deux mots-clés, c'était protection et ambition. Protection parce que cet enjeu doit être dit quand même en premier lorsqu'on parle d'éducation, et notamment d'enseignement des enfants et des adolescents, même si ça reste vrai aussi pour les étudiants. Et protection, ça signifie protection des données, bien entendu, et nous avons créé à l'Éducation nationale un comité d'éthique sur les données, tellement l'enjeu est grand. Nous sommes une institution de 12 millions d'élèves, nous sommes un des plus grands producteurs de données du monde, et avec ces données, on peut faire bien des choses, mais elles ne peuvent pas partir comme ça sauvagement dans la nature, au risque de toute une série de problèmes, à commencer par la violation des données personnelles de nos élèves. Donc la protection, elle concerne la protection des données. Mais c'est vrai aussi que nous avons une protection assurée sur d'autres sujets. C'est la protection, par exemple, qui n'est pas un sujet résolu au moment où je parle et qui est une catastrophe sociétale vis-à-vis des sites pornographiques ou des sites racistes, complotistes de nos élèves. On considère qu'il y a la moitié des enfants ont vu un site porno avant l'âge de 12 ans. C'est quand même, sur le plan sociétal, éthique, quelque chose qui interroge et sur lequel on doit se donner des outils de protection dans les temps à venir. De la même façon, la protection, c'est la protection contre le cyberharcèlement, sujet que j'ai évoqué tout à l'heure et qui est un vrai problème de société aussi. Donc l'enjeu de protection, il est fondamental parce qu'il est aussi ce qui permet de créer un cadre de confiance qui est lui-même le socle de l'ambition. Parce que le fait de tenir un discours sur la protection, non seulement n'est pas contradictoire, mais est la base nécessaire d'un discours sur l'ambition, c'est-à-dire le fait que oui, le numérique est essentiel dans notre système éducatif. On a fait un certain nombre de progrès au cours des dernières années et que j'ai tenté d'accentuer en tant que ministre depuis 3 ans. Je voudrais insister sur 2 ou 3 points à ce titre et puis vous donner quelques chiffres sur le degré de pénétration du numérique à l'école aujourd'hui. Mais d'abord, plusieurs éléments d'innovation. D'abord, la systématisation de l'enseignement de la programmation à l'âge de l'école et du collège. C'est des décisions qui avaient été prises avant mon arrivée, mais que je mets en œuvre et que j'accentue. Et on sait que cette programmation, cet enseignement de la programmation, il est en fait un enjeu pédagogique fondamental parce que c'est la meilleure façon de ne pas avoir une vision superficielle de l'enseignement du numérique. On parle souvent de génération X, Y ou Z,
Mais je trouve que c'est souvent un discours facile parce qu'en réalité, beaucoup de nos enfants et de nos adolescents ont une culture assez superficielle du numérique. C'est une culture de l'usage de son téléphone portable et de la circulation sur Internet. Mais ce n'est pas une culture toujours de la connaissance des enjeux techniques et éthiques et professionnels qu'il y a derrière l'informatique. C'est pourquoi la programmation, c'est la partie, je dirais, la plus sérieuse et approfondie par laquelle on peut commencer les choses et qui elle-même est à mettre en lien avec les autres enjeux du savoir. Le numérique n'est pas quelque chose qui vient se greffer sur le reste des savoirs, mais c'est quelque chose qui vient s'articuler avec. Quand je vois les logiciels de programmation des enfants, que je ne vais pas citer pour ne pas faire de publicité spécifique, mais j'en ai plusieurs à l'esprit, ils me font immédiatement penser aux enjeux de logique et aux enjeux de logique qu'on trouve par exemple dans la grammaire de phrase. Quand on veut commander un ordinateur, il faut d'une certaine façon avoir un sujet, un verbe, un complément. Et donc, aussi bien vis-à-vis des mathématiques que vis-à-vis du langage, donc du français en particulier, mais de l'ensemble des langages, la programmation est en rapport avec cela. Donc, ça, c'est un des points très importants. Mais il y en a d'autres, notamment la réforme du lycée a été l'occasion de créer, vous le savez, un enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques qui fait rentrer un peu par la voie royale le numérique dans le système éducatif et peut être un outil pour des enjeux très importants de notre système scolaire. Je pense par exemple à l'égalité garçon-fille, au fait que nous voulons qu'il y ait de plus en plus de filles qui deviennent ingénieurs, qui soient dans les métiers du numérique. Vous savez que les chiffres sont catastrophiques en France comme dans le reste du monde pour l'égalité homme-femme dans le numérique. Et si on incite plus de jeunes filles à prendre cet enseignement de spécialité dès la classe de première, ça signifie que on va inciter davantage de ces jeunes filles à devenir des professionnels du numérique dans le futur. Ces innovations au lycée sont accompagnées aussi en classe de seconde d'une systématicité de l'enseignement numérique aussi pour tous les élèves. Il y a aussi des innovations dans l'enseignement professionnel et puis une consécration là aussi pour tous ceux qui connaissent bien l'éducation nationale, c'est le fait d'avoir créé un CAPES d'informatique l'année dernière, ce qui fait que l'informatique devient une discipline à part entière. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, nous créerons aussi une agrégation d'informatique pour l'enseignement scolaire, ce qui sera là aussi très porteur. Je ne peux pas dire tous les éléments, mais je voudrais quand même donner quelques chiffres. Nous avons désormais une montée des usages quotidiens. À l'école primaire, on est à 14% d'usage quotidien. Au collège, c'est 36%. C'était 24% en 2013. Donc, c'est une montée progressive, mais sûre. Il y a aussi un taux d'utilisation que l'on retrouve avec des distinctions selon les matières. Par exemple, l'usage hebdomadaire est désormais de 75% en mathématiques, ce qui commence à être satisfaisant. Pour l'équipement, la France est dans la moyenne européenne. On a un ordinateur pour 12 élèves au primaire, pour 4 élèves au collège, pour 3 au lycée. Bien sûr, on doit faire mieux encore dans les temps qui viennent, mais on voit là aussi que nous progressons beaucoup, notamment grâce à la coopération entre l'éducation nationale et collectivités locales. Pour la connexion, les chiffres sont relativement satisfaisants. La quasi-intégralité des établissements est équipée en haut débit aujourd'hui et il reste 500 communes, j'allais dire seulement, même si ça reste 500 communes de trop, en zone blanche. Depuis 2017, on a agi dans 3 directions. Donc, le développement des compétences numériques des élèves, je viens de le mentionner. Je n'ai pas dit tout ce qu'il y avait à dire, mais par exemple, la généralisation des PICS pour évaluer les compétences au cours de la scolarité à partir de la 5e. Il y a aussi tout ce qui a trait à l'école inclusive, donc tout ce qui est prise en compte du handicap avec les outils numériques qui peuvent être extraordinaires pour faire de grands progrès en la matière. Un exemple aussi d'une initiative avec des implications industrielles, les robots de téléprésence pour lesquels nous travaillons depuis 2 ans et qui vont arriver très bientôt dans les hôpitaux pour que des élèves puissent suivre la classe depuis leur chambre d'hôpital. Nous allons les déployer progressivement sur 2 années, mais on a déjà plus de 4000 robots qui vont arriver dans les hôpitaux. Et puis il y a tout l'enjeu de l'innovation, avec le soutien à la recherche et à l'innovation. Nous avons fléché 40 millions d'euros dans IFRAN et dans Profan pour la formation professionnelle dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Et on a le développement d'outils d'apprentissage de la lecture et
de calcul mental, dans toutes les disciplines, ce développement a lieu. Nous avons aussi, j'ai lancé un appel d'offres, un appel à projet il y a maintenant plus d'1 an, qui est en train d'aboutir sur le développement d'un assistant pour l'apprentissage des langues qui va commencer à se déployer dans l'école primaire. Donc il y a là un grand champ qui s'est développé, et nous avons aussi tiré des enseignements de la crise sanitaire qui, je le sais, c'est valable aussi pour toutes vos écoles, a été un accélérateur de transformation numérique. Vous le savez, avec ma classe à la maison du CNED, avec 12 millions de classes virtuelles qui ont été organisées pendant le confinement. Pour l'enseignement à distance, nous étions en partie prêts et en partie en situation d'avoir à innover au fur et à mesure. Les institutions de l'éducation nationale ont été en rendez-vous. J'ai cité le CNED, mais il y a aussi Canopé qui désormais fait l'enseignement à distance pour les enseignants. Il y a plus de 100 000 enseignants qui se sont formés sur l'enseignement à distance avec Canopé. Nous allons approfondir ça. La plateforme Lumni que nous avons développée peu de temps avant le confinement et qui nous a été très utile, puisque avec France Télévisions, elle permet de mettre sur Internet des ressources pédagogiques pour tous. Et puis, on a donc la formation en ligne qui se développe avec ce qu'on appelle Magistère, qui est aussi géré par Canopé. Donc, encore une fois, c'est forcément une vision un petit peu résumée que je vous donne. Mais je voudrais signaler aussi que nous organisons les États généraux du numérique au début du mois de novembre à Poitiers, où bien sûr, vous avez toute votre place si vous voulez être associé, et qui permettent de faire un peu un retour d'expérience sur ce qu'on a vécu pendant le confinement en matière numérique, mais aussi de franchir une nouvelle étape dans notre vision du numérique pour l'éducation. Donc ce sera une étape très importante, aussi bien pour l'interne dans la maison éducation nationale, donc comment on déploie les outils numériques et les ressources numériques, mais aussi vis-à-vis de l'externe, parce que je souhaite que nous développions toujours plus les EdTech, que l'éducation nationale soit un gigantesque incubateur des nouvelles EdTech, et que les EdTech françaises bénéficient de l'effet de levier que l'éducation nationale, par sa taille, peut constituer pour des nouvelles technologies et des nouveaux logiciels. Donc, je suis évidemment très ouvert aussi aux réflexions que vous avez sur ces sujets, et c'est pour ça que c'est avec plaisir aussi que j'ai accepté de participer au début de votre séminaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est une très bonne introduction pour le prochain panel qui est justement constitué principalement de dirigeants de sociétés tech. Peut-être pour revenir sur le bilan de la pandémie et le fait d'avoir fortement sollicité la transformation digitale, pouvez-vous nous donner en quelques mots les bénéfices clés de cette transformation et les axes de développement sur lesquels vous voulez travailler dorénavant? Juste pour le timing, nous avons encore 2 minutes. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Merci. Excusez-moi, mais je n'ai pas bien entendu la fin. Les axes de développement et peut-être nous donner un aperçu des sujets qui seront abordés en novembre. Oui. Alors, il y a plusieurs aspects importants. Le premier point, c'est le retour d'expérience stricto sensu. Donc, ce retour d'expérience doit nous permettre de voir d'abord les manques que nous avons eus en matière d'équipement, avec un très fort enjeu social. Vous savez qu'il y a eu une forte mobilisation pendant le confinement pour combler ces manques, notamment avec les collectivités locales et les associations, pour distribuer du matériel. Donc aujourd'hui, on a déjà fait un certain nombre d'opérations pour, au cas où il y a des confinements partiels, être capable de prêter du matériel et de résoudre les problèmes de fracture sociale du numérique, fracture numérique comme on dit souvent. Donc tout ce sujet, je dirais, équipement. Et puis il y a tout le sujet outils, c'est-à-dire finalement comment les outils d'enseignement à distance ont été plus ou moins adaptés pendant la période. Ensuite, il y a un sujet ressources, sujet sur lequel on est plutôt assez bon. On a quand même développé des ressources très fortes. Puis vous savez, il y a eu tout le programme Nation apprenante pendant le confinement, mais qui continue maintenant, c'est-à-dire notre capacité à labelliser les programmes,
qui peuvent être à la télévision, mais qui peuvent aussi être sur le net, pour leur contenu éducatif et pour encourager à ce qu'ils servent dans l'enseignement à distance. Donc, il y a tout un bloc retour d'expérience sur l'enseignement à distance. Et puis, plus généralement, aux États généraux, notre grande ligne d'action, c'est justement les EdTech et comment nous savons utiliser les nouvelles technologies dans l'enseignement actuellement, à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle mondiale, de façon à être capable de faire une nouvelle avancée. Donc là, il y aura des ateliers sur ces questions. Le programme des États généraux a été travaillé par la direction du numérique de notre établissement, de notre ministère, et sera rendu donc public dans très peu de temps. À mon cabinet, j'en profite pour signaler, il y a Cyril Colléat, qui est un interlocuteur, de même que Jean-Marc Mérieux, en tant que directeur du numérique. Un grand merci, M. Blanquer, pour votre intervention et à très très bientôt, j'espère. Merci à vous tous. Merci Jean-Philippe, c'est beau au début. Un plaisir de t'entendre, plus que de te voir, parce que je vois tous, je vois de très loin, disons, l'amphithéâtre. Mais merci Jean-Philippe, merci Vincenzo, merci à vous tous. C'était un plaisir d'interagir avec vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Bienvenue Rémi, Alexia, Antoine de nouveau, Jean-Roch, Manon et Thierry. Ça donne du coup, la première question va à Alexia. Bienvenue Alexia, merci d'être là. En fait, la question est vraiment ouverte. Quelle est la place du digital, d'après toi, dans l'enseignement, dans la formation professionnelle? Déjà, je rejoins ce qui a été dit dans le premier panel, qui est que le digital, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen au service d'un objectif pédagogique. Et c'est pour ça que je suis toujours assez frappée quand je vois des plateformes, comme on a dit tout à l'heure, qui mettent en avant des taux de connexion ou des taux de temps passé sur la plateforme. Et en fait, ça m'étonne parce qu'en fait, on s'en fiche. C'est-à-dire peut-être que vous vous êtes connecté 4 heures par jour pendant 1 mois tous les jours, mais que l'objectif n'a pas été atteint. C'est-à-dire, par exemple, que votre comportement n'a pas changé dans votre vie quotidienne professionnelle. Et à l'inverse, peut-être que vous vous êtes connecté 1 fois, 1 minute, 4 fois dans le mois, mais qu'à chaque fois, un de vos comportements a changé. Donc pour moi, il y a cette notion vraiment importante que le digital est au service d'une fin. Et en revanche, ça rend l'exercice difficile qui est quelle est cette fin, quel est cet objectif. Peut-être qu'à chaque fois, on parle justement de taux de connexion pour ne pas avoir à se poser cette question. Et cet objectif, il est à définir entre, par exemple, est-ce qu'il s'agit de comprendre un sujet, est-ce qu'il s'agit de le retenir, de le mémoriser, est-ce qu'il s'agit de passer à l'action, comme Vincenzo en parlait tout à l'heure. Donc il y a vraiment cet exercice difficile à faire de quel est l'objectif de mon outil. Maintenant, même si c'est un moyen, pour moi, le digital n'est pas un moyen parmi d'autres. Le digital peut des choses que le présentiel ne peut pas. Il peut faire les choses à l'échelle, il peut garder une personnalisation extrêmement fine alors qu'on adresse des dizaines de milliers de collaborateurs dans les entreprises. Et surtout, comme c'est un robot, même si c'est des humains qui l'ont programmé, il y a une notion de systématique dans l'apprentissage qui permet la mesure. Et donc ça, c'est quelque chose d'important justement quand on parle d'objectifs. Maintenant, j'aurais plus de choses à dire là-dessus, mais je crois qu'on a un timing extrêmement serré, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Alexia. Antoine, maintenant, c'est à toi de parler sur ce sujet. Merci beaucoup. Il y a l'écho. Je vais attendre à chaque fois. Merci. Évidemment, je pense que le digital est comme le disait
Alexia quelque chose d'assez fondamental, mais qui en même temps, juste pour un peu faire un peu l'inverse, a aussi évidemment ses limites. Et nous, on le sent très bien sur certains programmes. Et justement, on essaye maintenant d'inverser plus la création et l'élaboration de nos programmes pour utiliser ces différents outils, ces différents moyens là où ils sont le plus appropriés, ce qui peut ensuite avoir des grosses implications sur comment redessiner un campus, peut-être les amphithéâtres, les salles de réunion. Peut-être faudrait-il imaginer des salles où les étudiants, les participants regardent des vidéos et puis ensuite vont dans des salles de cours. Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses. Nous, ce que l'on essaye de faire et ce sur quoi moi, je travaille beaucoup, c'est sur en fait, l'utilisation de l'outil digital avec d'autres facteurs pédagogiques. Donc, par exemple, là, cette semaine, c'est la grande semaine du capstone pour le MBA. Et justement, on a dû le transformer en une expérience hybride entre des jeux de rôle qui se font en ligne avec des interactions avec une plateforme digitale de simulation pour laquelle je suis le co-créateur. Et ceci nous a vraiment permis de mettre ensemble différents ingrédients pour une expérience pédagogique qui nous semble avoir un énorme impact sur le développement des compétences d'avenir pour les participants. Et ça, à n'importe quel âge et quelque part à n'importe quel niveau d'éducation. Donc évidemment, c'est fondamental. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faut maintenant intégrer partout de façon judicieuse. Et quelque part, heureusement que cela existe, avec en même temps peut-être certaines contraintes où je vois que mes yeux sont rivés sur un écran beaucoup plus souvent qu'avant, bien que je sois très pro-digital. Donc, du coup, en fait, dans les deux réponses, je lis, oui, le digital au cœur de la formation professionnelle, mais l'humain aussi, toujours, ne pas oublier l'objectif de l'outil qui est le digital. Jarok, votre opinion personnelle. Merci beaucoup. Alors moi, je vous propose peut-être, pour répondre à cette question qui est quand même très importante pour nous, puisque c'est la question de fond pour nous, les pédagogues, de répondre d'abord avec un contexte, enfin tel que moi je le ressens, et puis après une vision et on va dire deux perspectives. Sur le plan du contexte, et je pense qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a ce que moi j'aime appeler en fait l'ubiquité des savoirs, autrement dit de la connaissance. C'est vrai qu'on a aujourd'hui un champ de connaissances extrêmement vaste. Ça veut dire que nous, les hommes et les femmes de la formation, on se retrouve face à cet océan de savoir et en effet, quelque part, en concurrence avec des approches de plus en plus opportunistes et on va dire consuméristes de nos apprenants qui peuvent apprendre de mille et une façons. Et en effet, c'est très remuant, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc il y a un phénomène certainement à mentionner d'ubérisation de la fonction formation, un peu ce qu'a vécu l'image, qui est maintenant avec l'Internet fortement désacralisé. Je pense qu'on vit la même chose avec la formation. On vit même un phénomène de désintermédiation qui questionne le positionnement, la posture des hommes et des femmes qui sont dans l'enseignement et dans la formation. Et on est surtout face à un écosystème, en effet, d'une très grande richesse en termes d'approche et ce que j'aime appeler d'espace des possibles, face auquel il faut réimaginer quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que cette richesse, elle permet aussi la traversée d'un certain nombre de territoires qu'on pouvait difficilement atteindre avant. Si vous connaissez le modèle, il n'est d'ailleurs pas nouveau, mais on l'utilise beaucoup en entreprise 70-20-10, qui met simplement l'accent sur le fait qu'on apprend d'abord en position de travail, le 70%, le 20% dans le regard des autres, c'est la dimension sociale de l'apprentissage, et le 10, entre guillemets, qui resterait à la formation classique dite structurée. Donc, face à cela, la vision que moi je développe, c'est celle du caméléon. Elle est basée sur la nature, qui est la meilleure école de la diversité. Le caméléon, c'est l'idée force que chaque couleur, c'est une approche, mais qu'il n'y a pas une approche meilleure que l'autre. Il n'y a pas de propos et d'approche manichéenne là-dedans, bien au contraire, comme on a pu le voir avec certains courants récents, voilà, qui ont pensé pouvoir remplacer un certain nombre de couleurs de la palette de façon exclusive, ce qui à mon avis est une erreur. Le caméléon incarne par la mère nature cette belle diversité et donc ce territoire que peuvent explorer aujourd'hui les pédagogues. Donc face à ça,
Je dirais que la vision que j'ai, moi, c'est la vision du voyage d'apprentissage, qui pour moi est la traduction justement des géographies multiples et des temporalités multiples que le digital induit aujourd'hui dans cet espace des possibles. Longtemps pour nous en entreprise, j'allais dire condamnés à la salle de classe, aujourd'hui sur des dimensions beaucoup plus vastes, donc des temporalités, des géographies beaucoup plus fortes, beaucoup plus vastes, qui pour moi transforment les hommes et les femmes de la formation, qui pour moi ne sont pas prêts de disparaître, en architecte de voyage d'apprentissage, c'est-à-dire pour moi en générateur de sens, qui est la clé en fait de toute approche pédagogique. Au-delà donc du moyen, ça a été dit, c'est l'ambition et l'intentionnalité sous-jacente qui va compter. C'est vraiment l'idée de la partition musicale harmonieuse. Donc c'est la capacité à composer une musique harmonieuse. Ça, c'est en soi un véritable métier. Donc là-dessus, je dirais que l'importance du voyage, c'est l'épaisseur aussi du voyage, sa cohérence, mais aussi son impact, puisque pour nous, en entreprise, le voyage en soi n'est pas une fin. Il a une visée qui est bien d'augmenter une forme d'impact sur les comportements ou encore sur la performance. Donc il y a vraiment une ambition, il n'y a pas de hasard dans l'agrégation, dans les agrégats des modalités qu'on va pouvoir proposer. En ce qui concerne les deux perspectives, je dirais qu'il y en a une qui pour moi est capitale, c'est la perspective de la compétence. C'est-à-dire que la formation mute et change. Et donc, évidemment, on peut le dire, d'ailleurs, l'employabilité des formateurs passe aujourd'hui par l'acquisition de compétences incontournables. Qui peut dire « je ne maîtrise pas la classe virtuelle en pédagogie moderne ?» Ça, c'est un élément qui me semble fondamental, donc qui nous pousse à nous reconfigurer. Et la deuxième perspective, pour moi, extrêmement importante, j'aime utiliser cette expression « changer n'est pas transformer », c'est que c'est toute la différence entre un changement de surface et un changement réalisé en profondeur. On s'aperçoit que les choses prennent quand même du temps pour qu'elles s'induisent dans les comportements de façon inconsciente, le passage du conscient à l'inconscient. Et ça, c'est pas une histoire de gadget ou d'innovation de la dernière heure, c'est un vrai travail transformationnel. C'est pour ça que moi j'utilise personnellement le terme digitalisation, j'aurais pu utiliser numérisation, c'est parce que dans ce substantif, je place l'acte transformationnel derrière la numérisation. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très clair et très intéressant. Je me tourne maintenant vers Manon pour avoir sa vision sur le sujet. Oui, alors pour compléter ce qui a été dit, bien évidemment que nos habitudes, elles ont été bouleversées par les nouvelles technologies et que du coup, quelque part, chacun déjà, par soi-même, se forme, apprend, découvre, explore en utilisant le digital. Donc je pense qu'aujourd'hui, on en est tous persuadés, la formation doit intégrer le digital. La question, c'est plutôt de savoir comment et jusqu'à quel point. Nous, il faut savoir qu'on est spécialisé dans l'éducation aux enfants, donc ma vision de du digital dans la formation professionnelle, elle s'appuie d'abord et avant tout sur cette expérience, l'expérience qu'on en a avec l'éducation aux enfants. Mais ce qu'on peut en dire en tout cas, c'est que les technologies actuelles, ce sont des outils d'apprentissage incroyables qui sont au moins un apport supplémentaire à la formation professionnelle, tout comme elle est pour l'éducation aux enfants. Je pense vraiment qu'elle peut aider à chacun d'exploiter au maximum son potentiel d'apprentissage. Nous, par exemple, on utilise des technologies d'intelligence artificielle pour adapter notre pédagogie au profil de l'enfant. On peut bien évidemment imaginer que ce soit la même chose pour les adultes. Parce que c'est ça ce qu'elles permettent, les nouvelles technologies, c'est vraiment de mettre, le digital, c'est vraiment de mettre l'apprenant au cœur de son apprentissage, l'humain au cœur de son apprentissage. Donc les nouvelles technologies ne sont jamais remplacées, bien évidemment, la formation en présentiel. Elles peuvent apporter un complément unique à cette formation. Et je pense que c'est ça l'enjeu, c'est vraiment de voir la formation dans son ensemble, le digital comme un des axes clés de la formation, tout comme le sont la formation en continu, la formation présentielle, le coaching et le digital. Et c'est en ayant cette vision en profondeur, cette vision globale, et en articulant ces différents axes, que je pense qu'on peut vraiment bâtir un programme de formation et éviter le sempiternel e-learning qu'on connaît bien trop. Un grand merci Manon. Thierry, pour vous, quelle est la place du digital dans la formation professionnelle? Alors moi, je voudrais revenir juste un tout petit peu sur non pas la question, mais sur le contenu de la phrase que vous nous exposez. Moi, je pense qu'il faut parler de formation permanente, parce qu'on a vu juste avant qu'on a parlé de formation académique, on est en train de discuter de la formation professionnelle. Moi, je pense qu'on pourrait rajouter des tables rondes, si on avait du temps, sur la formation citoyenne. Je pense qu'on a à former des e-citoyens, on a à former des éléments autour de la e-santé. Et puis, de façon générationnelle, de l'autre côté du spectre, eh bien, il y a toute la silver economy. Et donc, je pense qu'on est en train de rentrer
dans une société qui, encore plus qu'avant, nécessite de se former totalement, tout le temps dans sa vie, et je dirais un petit peu dans un des adages que l'on porte au sein de notre entreprise, c'est d'apprendre petit à petit, mais tous les jours, et ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors, pour revenir sur le digital, moi, je pense qu'il est d'abord essentiel si on le prend comme un savoir de base. Il est le socle d'une pyramide. Ça a été rappelé tout à l'heure. Il faut faire attention d'ailleurs qu'il ne soit pas source de rupture, de fracture, parce qu'on est au sein de grandes écoles, de gens qui sont privilégiés. Nous sommes des chefs d'entreprise. Mais quand on couvre le panel économique, on a des choses sur lesquelles il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Donc, digital universel, source de rupture, mais aussi de solutions. Donc, on doit préparer l'ensemble des personnes. Et puis, accessoire également, s'il est essentiel, il est aussi accessoire, parce que là, je suis complètement d'accord, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil. On a peut-être dans cette logique à passer d'une logique un peu multicanale à de l'omnicanalité, c'est-à-dire quelles que soient les formes d'usage du digital, que ce soit à travers des micro-contenus, que ce soit à distance, en présentiel. Il faut jouer sur toutes ces palettes pour faire en sorte que dans la récurrence, on ait quelque chose qui se force. Et donc je crois que la vraie réflexion, c'est de travailler sur les contenus, de travailler sur les canaux, et puis de travailler aussi sur une réflexion de ce qu'est l'enseignant de demain. Je pense qu'il est un sachant, mais il est aussi un mentor, il est aussi un coach, il est aussi un tuteur. Et on est avec un ensemble d'acteurs qui doivent jouer ces rôles si on veut avancer dans cette notion digitale. Merci beaucoup. Du coup, on va embrayer sur la deuxième question. Vous pouvez continuer. On aimerait que chacun puisse s'exprimer sur un peu sur sa société, l'entreprise qu'il gère, et comment il exploite les nouvelles technologies pour améliorer l'expérience d'apprentissage dans les différentes sociétés. Donc, Thierry, vous pouvez commencer. Bon, alors je reprends la parole. Donc, moi, j'ai la chance de diriger une société qui s'appelle Valtalis et qui est pour vocation d'accompagner les structures, les organisations sur leur transformation. Et on agit bien entendu dans des logiques de conseil, on travaille sur des notions de talent management et sur un élément qui nous paraît très important, c'est cette notion d'appropriation du changement, puisqu'on s'est aperçu que dans les organisations, ce changement qui date de la nuit des temps, mais qui a tendance à s'accélérer, à se fragmenter aussi bien dans nos vies personnelles, eh bien, nous amène dans des positions de manager où on est obligé de regarder soit des figements de nos collaborateurs ou, je dirais, l'éloge de la fuite, c'est-à-dire de pouvoir prendre des éléments et donc d'avoir difficulté d'adhérer. Donc, on travaille à la fois sur la création de valeur et sur cette notion de capital humain. Donc, on a fait une initiative qui est devenue une structure et qui est devenue une solution qui s'appelle Tiny Coaching, Tiny pour petit, coaching parce qu'on voudrait proposer avoir pour l'ensemble des personnes un coach démocratique, quelqu'un qui puisse accompagner quel que soit le positionnement qu'on a dans l'entreprise ou d'ailleurs dans les écoles. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ce coach? C'est un agent conversationnel, bienveillant, basé sur les neurosciences et qui va pour avoir pour fonction de gérer 4 éléments qui sont importants dans la réussite, je dirais, d'une transformation. C'est d'abord l'enrôlement, c'est d'ailleurs le phénomène d'avoir envie d'aller, et pour ça, donc, notre agent conversationnel fonctionne de façon sur des messageries, sur vos messageries, et il devient votre ami. C'est lui qui vient vous chercher de façon bienveillante pour pouvoir venir faire les formations, et donc on augmente de façon significative l'élément donc d'appartenance à ce programme. Deuxième élément, c'est de travailler sur la mémorisation. On est le stabilo boss, je dirais, de ces contenus. On va essayer de faire travailler à travers des matrices pédagogiques le phénomène de pouvoir travailler cette appropriation mémorielle de ces nouveaux savoirs. Et puis, chose peut-être extrêmement essentielle, c'est que ça manque à la fois dans nos systèmes éducatifs, mais aussi dans nos mesures d'entreprise, c'est de mesurer, véritablement mesurer le niveau d'appropriation des collaborateurs. Le mesurer pour eux, c'est-à-dire leur donner cette information, mais également donner la possibilité, quand on est dans une structure, de pouvoir mesurer cet élément. Et
justement de varier l'ensemble des moyens pédagogiques, qu'ils soient en présentiel, qu'ils soient en économie des budgets de formation, pour pouvoir gérer l'ensemble de ces éléments. Et donc on a une plateforme dans laquelle des spécialistes viennent poser un contenu, des micro-capsules de savoir. Et puis on peut aussi accompagner des entreprises pour créer leur propre contenu, leur propre micro-contenu, pour pouvoir aider ou accompagner à leur transformation. Et puis le dernier point essentiel, c'est qu'on va travailler sur le maintien en conditions opérationnelles, parce que dans un monde qui bouge, on parle de monde digital, le côté éphémère des choses est important, et donc on a des releases, des informations qu'il faut faire, et donc il faut pouvoir distribuer petit à petit des capsules qui vont venir renchérir les évolutions de ces programmes. Donc voilà un petit peu ce que l'on fait. Merci beaucoup. Juste un mot, donc Tiny Coaching, un coach dans notre poche pour pouvoir réviser les formations qu'on a reçues. Voilà, et www.tiny-coaching.com et vous en saurez beaucoup plus. Super. Manon. Alors moi, je suis cofondatrice de Willoki. Willoki, donc c'est un soutien scolaire en ligne qui s'adapte à chaque enfant, du primaire au collège. En fait, on veut vraiment proposer une éducation personnalisée, autonome, motivante, qui va venir en complément de l'école. Et pour ça, avec Willoki, on s'appuie sur un univers ultra riche, un contenu extrêmement modulaire et notre technologie d'intelligence artificielle pour adapter le parcours d'apprentissage au profit de l'enfant. Donc tout simplement, c'est de l'analyse en continu de données qui s'appuie également sur des matrices de compétences pédagogiques qu'on a développées en interne et qui nous permettent de construire un parcours pédagogique et de pousser à l'enfant le contenu pédagogique qui lui permettra d'apprendre au mieux en allant piocher dans les milliers de cours en vidéo qu'on a développés, des fiches de cours plus ou moins détaillées, des exercices plus ou moins compliqués qui vont s'adapter à la courbe d'apprentissage de l'enfant, des podcasts interactifs, etc. Ça, c'est pour la partie pédagogique, mais le deuxième point, et c'est clé, c'est la motivation. Donner à l'enfant l'envie d'apprendre, le goût de progresser, c'est la clé. Je pense que si on a réussi ça, alors on a tout gagné. Pour les enfants, mais je pense que c'est encore valable ensuite tout au long de la formation. Et donc là encore, avec Willoki, on a construit un univers ultra riche, ultra ludique, qui s'appuie sur une panoplie de leviers de motivation qu'on a développés avec des experts et qui vont être plus ou moins pertinents en fonction du profil de chaque enfant, en fait. On a des enfants plus compétitifs qui, eux, vont bien sûr bien réagir à tout ce qu'on fait autour de la gamification, du gain de points, des étoiles, des défis qu'on va leur lancer, des concours qu'on organise. Les enfants les plus sociaux, eux, vont plus se tourner vers tout ce qu'on fait autour du social learning, des animations de la communauté en direct, des échanges sécurisés entre leurs amis, d'entraide entre eux qu'ils ont au sein de Willoki. Pour les enfants qui ont besoin de reconnaissance, on a un coach digital personnalisé qui va les encourager, les mettre en avant, etc. L'idée, c'est vraiment d'intégrer le levier de motivation les plus pertinents au parcours d'apprentissage pour construire une expérience d'apprentissage unique. Et donc voilà, ça fait 2 ans qu'on existe maintenant avec Willoki. On a réuni plus de 600 000 inscrits, plus de 600 000 enfants qu'on a accompagnés. Et on sait que surtout que notre pédagogie, notre méthode, elle fonctionne, puisque 85% de nos utilisateurs réguliers font des progrès dans toutes les matières au bout de 2 mois d'utilisation de Willoki. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous êtes en levée de fonds actuellement, c'est ça, hein? Exactement. Après 2 belles années de croissance, on veut accélérer les choses et préparer l'international. Donc, levée de fonds en cours. Parfait, merci. On n'oublie pas Antoine, qui est avec nous par la vidéo. Oui, bonjour, enfin rebonsoir. L'écho, ah oui. Donc pour nous là je représente, on va dire, j'enlève la casquette INSEAD et je mets la casquette LiveCase. Donc LiveCase en fait a été inspiré de l'outil pédagogique de base des écoles de commerce qui est l'étude de cas, qui s'avérait être très statique. C'était en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, 5, 10, 15 pages en PDF qui racontaient l'histoire d'un dirigeant ou d'une dirigeante passée. Et ça pouvait s'apparenter un peu à une autopsie où c'était le corps mort d'une situation et les étudiants devaient en faire l'analyse et puis peut-être se projeter dans la situation. Grâce à LiveCase, que l'on peut imaginer comme étant un outil de messagerie dynamique dans le mode Choose Your Own Adventure, pour ceux qui connaissent les vieux livres ou les vieux jeux où l'on pouvait prendre des décisions et faire des choix et être amené à aboutir à différentes histoires, nous permet en fait d'immerger les étudiants, les participants, les learners dans la situation pour qu'ils soient vraiment confrontés
aux problèmes d'asymétrie de l'information, de l'urgence, des facteurs de pression qui avaient réellement eu lieu pour ceux qui ont vécu ces expériences-là. Et évidemment, c'est orchestré de façon digitale et de façon avec du multimédia afin de pouvoir vraiment mettre les participants dans les situations réelles et peut du coup être mélangé avec d'autres outils pédagogiques. Je parlais tout à l'heure de la réalité virtuelle et puis je parlais des jeux de rôle et donc tout ceci peut permettre de créer des expériences de formation qui se rapprochent le plus possible de la réalité et qui peuvent être appliquées dans tous les domaines, dans le monde des affaires, comptabilité, leadership, stratégie, innovation, mais aussi en sciences politiques, en sciences psychologiques, philosophiques ou autres. Donc, vraiment une application très vaste. Et en fait, aussi, principalement, nous offrons des outils qui permettent à tout le monde de créer leurs propres live cases et à terme de les vendre sur une marketplace. Merci. Merci Antoine. Alexia, un petit teaser sur 50 avant de rentrer après dans le détail. D'accord. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on partage une vision commune qui est qu'une montée en compétences, c'est l'imbrication de différentes modalités pédagogiques. Et j'aimais bien la métaphore du voyage d'apprentissage avec les différentes géographies, les différentes temporalités. Et tout le monde ne partage pas ce constat. Donc, je trouvais ça intéressant là que ce soit le cas pour tous les 5. Donc, qu'est-ce que fait 50 ? Donc, je suis la cofondatrice de 50 et 50 résout le problème du passage à l'action dans les formations et les transformations en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'en fait, il y a plein de superbes solutions pour tout ce qui va être savoir, à la fois comprendre, mémoriser, motiver. Et ça, c'est génial. Le seul problème, c'est que c'est pas fini. Il reste le passage à l'action quand on est de retour à son bureau, les fameux 70% d'un apprentissage. Et en fait, pendant très longtemps, on a cru qu'il suffisait de savoir et d'être motivé pour ensuite passer à l'action. Et les gens qui ne le faisaient pas, c'est soit qu'ils n'avaient pas compris ou pas retenu, soit qu'ils n'étaient pas motivés, soit que carrément c'était des mauvais élèves. Mais en fait, pas du tout. C'est un peu comme les bonnes résolutions. Si je vous prends par exemple l'exemple du sport, moi je sais exactement pourquoi je devrais faire du sport, comment je devrais le faire, et je suis extrêmement motivée. Mais je ne le fais pas. Et je ne vais pas résoudre le problème en lisant encore un blog sur comment faire du sport ou en faisant du golf en réalité virtuelle sur mon ordinateur. En fait, le problème, il est tout simplement dans le passage à l'action. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les 15 dernières années, il y a eu tout un nouveau champ de recherche autour de ça. Donc en gros, si je vous fais l'histoire, début du 19e, on était encore persuadé, avec les économistes classiques, que l'homme était rationnel, donc il suffisait de savoir pour faire. Milieu du 20e, il y a eu les premiers économistes comportementalistes qui sont arrivés en disant c'est quand même bizarre parce que vous avez par exemple les médecins qui fument alors que c'est les mieux informés sur le fait qu'il ne faudrait pas le faire, ou alors on n'arrive pas à appliquer nos bonnes résolutions. Donc là, pour la première fois, on a compris que ce n'est pas si facile de passer du savoir au faire. Et puis ensuite, en 2002, vous avez eu un monsieur absolument incroyable que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Daniel Kahneman, et qui a à la fois démontré que le passage du savoir au faire était compliqué, mais qu'il a aussi expliqué. Et c'est à cause de 90 types de biais cognitifs différents. Et donc, si on en arrive là, on se dit, zut, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire si on veut passer à l'action. Et en fait, en 2017, il y a eu un deuxième prix Nobel, un grand copain de Kahneman qui s'appelle Richard Thaler et qui est arrivé avec une solution que lui a appelée le nudge, donc c'est-à-dire le coup de pouce, le coup de coude en anglais, qui est comment est-ce qu'on s'attaque spécifiquement au problème du passage à l'action. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ces sciences comportementales-là, elles peuvent être assimilées à la technologie pour aider à passer à l'action à très grande échelle. Moi, la façon dont je l'explique à mes clients, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent le nudge, c'est le e-doing. Donc le e-learning, il y a 25 ans, a permis en fait à tout le monde d'accéder à la théorie. Et maintenant, vous avez quelque chose qui est archi-utilisé aux États-Unis, qui est le e-doing, qui rend la pratique accessible à tout le monde. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est en train de déferler en Europe.
Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, on en est très fiers, parce que du coup, on en est les pionniers en France, c'est que 50 a été classé numéro 1 des solutions digitales de formation, là, cette année. Et je pense sincèrement que c'est parce qu'on commence à se rendre compte qu'un bon parcours pédagogique, c'est de la prise de conscience, de l'assimilation, de l'appropriation, de la motivation et du faire. Et qu'à partir du moment où vous avez ces 4 étapes-là, en fait, vous vous approchez quand même beaucoup du Graal. Et je finirai juste sur un point qui est que pendant très longtemps, on a cru que l'état d'esprit enclenchait le comportement. Et en fait, on se rend compte que quand vous changez de comportement, ça change votre état d'esprit. Donc je resterai là-dessus, et puis on pourra en parler en off si besoin. Merci beaucoup, Alexia, c'est très éclairant. Maintenant, je me tourne vers Jean Roch pour qu'il nous parle de la façon dont c'est mis en place chez Safran. Merci. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de la dernière période, puisque j'ai intégré le groupe Safran au mois d'avril en plein confinement. Donc je vais vous proposer 3 phases, et pour chaque phase, vous dire un peu en quoi, entre guillemets, le digital a été quand même très très utile pour nous. Donc la première phase, on l'a appelée faire face. C'est la capacité de l'université du groupe Safran Université, je dirais, à faire face évidemment à cette crise terrible et terrifiante, je dirais, sur laquelle on a beaucoup travaillé à soutenir en fait les salariés, je dirais, en confinement, voire en chômage partiel. Et là-dessus, il y a 2 illustrations qui me semblent assez intéressantes à vous partager. La première, c'est la recherche de données en club inter-entreprise, une coopération sans précédent pour moi qui s'est déroulée entre avril, mai et juin. Club inter-entreprise, c'est le club des learning activistes qui regroupe une vingtaine de groupes français. On s'est unis pendant 3 mois pour faire ou gérer un faire-face commun avec entre guillemets, une curation, une sélection de contenu sans précédent qui a permis le soutien des 20 groupes simultanément, chaque responsable pédagogique pouvant se servir dans un espace partagé créé à l'origine par L'Oréal, qui est membre de notre club, et sur lequel j'ai vraiment vu l'importance en fait de la coopération, de ce que Joël de René aime bien appeler d'ailleurs aussi la coéducation, à laquelle je crois énormément dans le pilier social des apprentissages. C'est vraiment cette illustration d'une coopération sans précédent par le club qui a, je dirais, protégé chacun des 20 membres et alimenter les membres en données clés sur les sujets du moment, avec donc une réactivité maximale sur des sujets comme le télétravail, la résilience, le bien-être, etc. En ce qui concerne Safran, grâce à tous ces travaux inter-entreprises en arrière, on a créé un très beau projet, j'apprends pendant que je suis au chômage partiel, d'accès au savoir depuis l'extérieur, depuis des équipements qui ne soient pas des équipements Safran, pour vraiment soutenir nos forces au chômage partiel dans l'ensemble de nos usines et autres. Donc ça, c'est une illustration qui me semblait intéressante à partager avec vous sur la phase 1, faire face. La phase 2, c'est une phase qu'on a appelée se reconfigurer. Ça a été la capacité, en particulier de Safran Université d'abord, mais ensuite de l'ensemble des 14 sociétés de rang 1, à se reconfigurer en matière de pédagogie. Alors, ce n'est pas très original peut-être pour vous, pour nous, ça l'était. C'est l'arrivée de la modalité pédagogique classe virtuelle qui nous a permis en 6 mois vraiment de rattraper le marché. Nous sommes maintenant à peu près 200 à être opérationnels et formés. Donc toutes les forces d'animation de l'université, des sociétés sont maintenant opérationnelles, ce qui a permis de rétablir ce que Jean-Michel Blanquer appelle la continuité pédagogique, qui pour nous était essentielle pour notre direction, pour montrer la capacité à nous retourner, à nous reconfigurer pendant cette phase terrible. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'employabilité qui a grimpé de tous les personnels d'animation, qui maintenant maîtrisent dans leur CV fortement à la fois la conception et l'animation de classes virtuelles. Troisième acte, on l'a appelé se transformer. C'est la feuille de route transformationnelle de l'université et du groupe pour la pédagogie. Elle a 3 piliers et 2 principes fondamentaux. Le premier pilier pour nous, qui est un pilier souvent questionné dans la formation, c'est le pilier des compétences. Vous savez qu'on nous dit souvent à quoi servit la formation. Donc il y a une demande très forte de connexion en fait plus solide entre l'acte de formation, l'action de formation et le jeu des compétences sous-jacentes. Donc là-dessus, on a un chantier très intéressant de modélisation des compétences, y compris d'ailleurs des compétences tacites, c'est-à-dire que les salariés vont pouvoir exprimer aussi d'autres compétences qui ne sont pas dans les référentiels connus, puisqu'on sait que pour faire face à la complexité du monde, il ne faut pas travailler que de l'intérieur, il faut aussi travailler de l'extérieur. Donc c'est un pilier très important. On travaille aussi beaucoup sur l'AFEST,
les actions de formation en situation de travail, qui vont se connecter à des voyages d'apprentissage plus classiques, plus structurés, mais qui assurent aussi le 70 fortement connecté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des démarches de e-AFEST, de soutien à la FEST à distance, où on peut vraiment piloter l'accompagnement également, et pas seulement sur le terrain, mais aussi à distance. Le deuxième pilier, c'est vraiment, je dirais, l'importance de centrer le discours sur l'apprenant. Ce n'est pas nouveau, mais c'est vrai que pour les directions de formation, c'est quelque chose d'important. Par exemple, souvent, les catalogues de formation s'expriment dans le jargon des organisations formatives. Demain, il faudra que le catalogue parle plutôt le langage de l'apprenant. Il ne soit pas, entre guillemets, tourné vers l'intérieur, mais tourné vers l'extérieur. Et ça, c'est un grand changement, en réalité, dans la partie sémantique. Donc on travaille également beaucoup sur ce sujet-là. On a aussi des approches qui sont pour moi très importantes, qui concernent par exemple, peut-être que vous en faites déjà, l'ancrage mémoriel, qui est une approche très prometteuse de personnalisation des apprentissages et qui lutte contre ce qu'on appelle le phénomène des bingos, hein, la courbe de l'oubli, qui pour nous est très très significatif. Donc il y a déjà des tests en cours pour renforcer les apprentissages par des questions régulièrement proposées à nos forces d'apprentissage tout le temps et pour ancrer en fait les connaissances de façon plus solide. Et le dernier pilier, et pas des moindres, même s'il a été beaucoup rebattu ces derniers mois, c'est bien sûr l'entreprise apprenante, avec une définition bien sûr qu'on lui donne nous, mais c'est surtout Safran apprend à Safran. Et c'est vraiment considérer que chacun sait quelque chose, on revient à l'ubiquité des savoirs, et on part du principe de changer les postures, c'est-à-dire que chaque salarié du groupe Safran a forcément quelque chose à apporter, donc dans une idée de bidirectionnalité quelque part des savoirs, et surtout de réponse certainement beaucoup plus rapide à la complexité du monde par une résolution de problèmes collectivisés. Ça, c'est un point très important pour nous au niveau du business, puisque, vous le savez sans doute, on anticipe de moins en moins. Et donc, on fait énormément de juste à temps. Et pour faire du juste à temps, il faut travailler en bloc collectif si on veut pouvoir résoudre nos problèmes. Les deux principes qui, finalement, sont transverses à tout ça, c'est bien sûr l'internationalisation des savoirs dans le groupe, c'est-à-dire que chaque salarié dans le monde puisse avoir accès à une formation de qualité dans l'ensemble des pays où se situe Safran. Et puis, le dernier, et pas des moindres, évidemment, c'est la digitalisation. Un grand merci Jean-Roch pour cette overview chez Safran. On va rester de ce côté du panel. Et après l'introduction sur 50, Alexia, en fait, vous avez évoqué que 50, effectivement, résout le problème du passage à l'action. Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, sur comment on fait ça. Je vais d'abord vous dire très simplement comment ça fonctionne et puis ensuite quelle est la base en termes de recherche. Donc tout d'abord, comment ça fonctionne? C'est très simple, en 2 minutes. 50 va recommander à chaque collaborateur des micro-actions qui lui sont personnalisées. Une micro-action, c'est très différent d'un micro-conseil ou d'un micro-learning, ou d'une micro-question. Eux, ils ont des objectifs différents qui sont la mémorisation, la compréhension. Une micro-action, ça va être par exemple, au lieu de vous dire « il est vraiment très important d'écouter ses collaborateurs » dans une formation de management, une micro-action, ça va être « prochain rendez-vous avec votre collaborateur, laissez-le parler 10 minutes avant de commencer à parler ». Pourquoi c'est une micro-action? Parce que c'est délimité dans le temps et vous pouvez savoir si vous l'avez fait ou pas. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à peu près toutes les compétences, à partir du moment où elles ont un volet comportemental, peuvent se traduire en micro-action. Ça, c'est la première chose. Elles doivent être bien sûr personnalisées. Donc là, c'est le rôle de la technologie bête et méchante. J'ai envie de dire d'une certaine façon, c'est des algorithmes apprenants. La deuxième chose, c'est qu'une micro-action, ça ne suffit pas. Il faut les fameux nudges ou les fameuses fonctionnalités pour accompagner à leur réalisation. Si moi, par exemple, je suis dans un parcours de vente et que j'accepte de faire l'action qui est prochain rendez-vous client, je pose 2 questions avant de commencer à m'exprimer. Un nudge extrêmement puissant, c'est que 50 me demande quand est-ce que je vais le faire. C'est quand mon prochain rendez-vous client? Et rien que le fait de me poser la question, je ne parle même pas de rappel pour le moment, le fait de me poser la question augmente la probabilité que je réalise l'action de 45%. Donc vous avez plein de choses comme ça, différentes pour aider à la réalisation de l'action. Et la troisième chose, c'est comme les collaborateurs peuvent choisir, tout est dans le choix, d'accepter ou non l'action, puis disent s'ils ont réussi à le faire ou non, vous avez pour la première fois une mesure du changement comportemental sur le terrain. Pas à quel point ils ont eu envie, ce qu'ils ont réussi ou non à faire.
Pas de manière individuelle, bien sûr, sinon on serait dans le top-down, dans le flicage, mais de manière collective, à partir d'équipes de 4 personnes. Je finirai là-dessus parce que je sais que je n'ai que 2 minutes. Pour aller plus loin que la formation professionnelle, moi, mon rêve, c'est d'arriver à appliquer ça, comme au UK, à l'insertion professionnelle. Pôle emploi, vous avez des super ateliers sur comment chercher un job. Mais vous retrouvez gros gens comme devant quand vous êtes chez vous et que vous devez trouver un boulot. Et en fait, vous pouvez faire des micro-actions là-dessus. Juste aujourd'hui, mettez à jour votre intitulé de profil LinkedIn. C'est tout. Et si vous avez réussi, 50 vous accompagnera demain ou après-demain, pas plus, pour faire la 2e étape. Merci beaucoup. On est quasiment dans les temps. Manon, si vous pouvez nous dire un mot de la façon dont alors, la question pour vous, c'était est-ce que tout digital vous semble la meilleure solution pour un apprentissage efficace ? Alors là encore, je vais répondre sous le prisme de l'éducation aux enfants, même si je pense que c'est un constat qui est valable pour la formation en règle générale. C'est que la question, bien évidemment, ce n'est pas d'opposer le digital et le présentiel, c'est plutôt de voir comment on va les articuler entre eux. Bien évidemment qu'une école 100% digitale, ce n'est pas la solution. Bien évidemment que les nouvelles technologies, le digital, ne pourront jamais remplacer le savoir-faire, l'inspiration, la passion d'un formateur, d'un enseignant. En revanche, elles peuvent, ces nouvelles technologies, apporter des outils immersifs, intelligents, accessibles, adaptatifs, qui peuvent devenir des alliés précieux et voire même, je pense, indispensables pour les formateurs et les enseignants. Et ça, c'est le fameux blended learning, qui n'est pas qu'une expression à la mode, hein, c'est cet apprentissage mixte qui associe la formation présentielle et l'apprentissage en présentiel et l'apprentissage digital, et qui peut se voir de manière très concrète. En fait, typiquement, un cours magistral, c'est ni pertinent ni intéressant pour l'élève ni pour le formateur. Dans ce cadre-là, on a des outils digitaux d'apprentissage adaptatif qui sont bien plus pertinents pour l'élève, mais aussi pour le professeur, puisque ce sont des remontées d'informations et des outils de différenciation de l'apprentissage. Fort de ces outils-là, la formation en présentiel, elle devient beaucoup plus pertinente dans des ateliers en petits groupes autour de cas pratiques, de sujets bien particuliers. Et dans ce cadre-là, le rôle de l'enseignant, du formateur, il se recentre sur l'essentiel, je pense, qui est un rôle d'expert et de coach. Donc merci, voilà, Manon. pour conclure, pour répondre à la question, le tout digital, c'est bien sûr pas la solution, mais le zéro digital, je pense que c'est encore moins la solution. Un grand merci, Manon. Thierry, de ce côté, on a parlé d'ancrage comportemental, mais aussi a été évoqué l'ancrage mémoriel. Je pense que Tani Coaching rentre dans ce sujet. Vous pourrez nous en dire plus? Oui, pleinement. Je crois qu'on a une complémentarité dans ce qui s'est dit ce soir qui est assez intéressant, aussi bien par rapport à une entreprise qui travaille sur sa transformation et qui met les moyens en termes de réflexion sur les éléments de pouvoir regarder cette notion double et mixte, et je le disais tout à l'heure, cette omnicanalité, enfin du moins ce que j'ai appelé omnicanalité extrêmement importante. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est de pouvoir mixer l'ensemble des outils que l'on a, d'une part à travers le digital, mais nous, on a passé un accord avec les éditions First, qui sont les livres jaunes et noirs pour les nuls, donc avec la possibilité d'instancier l'ensemble de ces livres pour en faire des contenus, ce qui nous a permis en très très peu de temps de faire un programme concernant le télétravail, aussi bien sur les outils, sur la posture personnelle, professionnelle, etc. Donc le digital permet très très vite de déployer, très très vite de mesurer. Et encore une fois, mesurons l'écart entre le début de nos formations et la fin de nos formations. Merci beaucoup. Est-ce qu'Antoine est encore connecté? Peut-être pas. Je suis toujours voilà, Antoine, le mot de la fin, apprendre de la pratique avec une touche digitale. Telle est l'approche de LifeCase. Peux-tu nous en dire un peu plus? Pardon, peux-tu répéter la question, s'il te plaît, Basile? La question, c'est apprendre la pratique avec une touche digitale, ce qui est fait par LifeCase. Est-ce que tu peux nous... Ce sera le mot de la fin. Oui, je pense que j'avais déjà répondu à cette question précédemment, et quelque part, ce que je retiens un petit peu, en tout cas, de ce panel et de l'autre précédemment, c'est
c'est un peu un écho. Nous sommes, je pense, tous sur la même page digitale concernant les atouts et les intérêts que peut avoir cette technologie pour la formation. Et je pense que nous sommes tous sur le même chemin et nous allons tous, j'ai l'impression, à la même allure. Beaucoup. Un grand merci. Écoutez, on est arrivé à la fin, hein, presque dans le temps. Et merci à tous.